Bon, bonjour à tout le monde. C'est assez original dans le cadre des grands prédateurs de vous parler du chien, mais en fin de compte, vous allez voir qu'il y a un lien étroit, puisque vous savez que depuis des milliers d'années, on cherche à savoir d'où vient le chien, on ne comprenait pas, et il y avait des disputes infinies entre les grands biologistes. Et puis maintenant, depuis une vingtaine d'années, par l'ADN, on sait maintenant que tous les chiens, toutes les races de chiens viennent du loup. Et donc, c'était un peu surprenant parce qu'on pensait plutôt que c'était un mélange de plusieurs espèces de canidés. Et donc, en réalité, c'est tout simple, ça vient toujours du loup, mais il y a eu tellement de modifications par l'homme, par la sélection, qu'on est arrivé à des trucs incroyables, presque 400 races de chiens. Et donc, c'était pas évident. Et là, en vous parlant du loup et du chien, je vais vous parler en même temps si vous avez un chien, de où se cache le loup dans le chien. Et vous allez voir qu'en réalité, ça permet la compréhension du chien, ça permet de comprendre le loup et vice-versa. En réalité, en comprenant la biologie du loup, vous avez le mode d'emploi du chien. Alors là, je me suis fait un nœud. Ouais, voilà. Alors, pour placer le débat, vous voyez là 3 niveaux, c'est-à-dire au fond, la louve Kamala que j'ai élevée pendant longtemps, et je raconte ça ailleurs, ou je le raconterai peut-être dans une prochaine conférence, mais je ne sais pas. En tout cas, la louve est au fond, vous la voyez, et puis vous voyez au premier plan un chien, un vrai chien, c'est-à-dire sélectionné pendant des milliers d'années, peut-être 30 000 ans, et c'est un setter irlandais, donc un chien de chasse super sélectionné. Et puis vous avez au milieu un mélange, c'est-à-dire un demi-loup, un mélange de loup européen, c'est-à-dire de loup gris, le loup commun qui est partout dans l'hémisphère nord, et en particulier en Eurasie, et puis qui a été croisé avec un berger belge. Donc vous avez 3 niveaux. Vous avez au fond le loup, au milieu le demi-loup, et au premier plan le chien. Donc, vous voyez, ça ne se ressemble pas du tout. Et en plus, il y a tellement de chiens, c'est un peu faux de dire le chien, parce qu'en réalité, il y a tellement de chiens différents et tellement différents par la morphologie, par le comportement, qu'on ne pouvait pas s'imaginer que ça puisse venir uniquement du loup. Mais en réalité, le loup, c'est tellement varié, c'est une source tellement riche que ça a donné toutes les possibilités qu'on va examiner maintenant. Alors, là, cette histoire de Kamala, là, je passe. Je l'ai raconté en détail dans un bouquin déjà, donc je passe là-dessus. C'est déjà vieux, ça a une dizaine d'années. Ça a été traduit en italien. Mais par contre, aujourd'hui, je vais vous faire un petit exposé qui va résumer le chapitre 3 de mon livre de cette année sur le loup. Et donc, j'ai résumé dans ce bouquin qui vient de sortir tout ce qu'on sait sur le loup. En réalité, en France en particulier, mais c'est valable en général dans le monde, on vit sur des légendes, on vit sur des mythes. Et on ne sait pas ce qui a été vraiment connu sur le loup. Or, le loup, on le connaît que depuis 60 ans, sa biologie. Et donc, il faut revoir tout ça actuellement. La gestion du loup, peut-être que je ferai un exposé là-dessus, c'est un truc incroyable. La gestion du loup en France et même en Europe est complètement farfelue. Elle est complètement à l'envers, et d'ailleurs elle est inefficace, parce qu'en réalité on ne s'appuie pas sur les connaissances scientifiques, qui viennent en particulier des États-Unis, où on a suivi les loups de très près. Alors, revenons à notre affaire, à notre sujet. Alors le loup, donc, c'est l'ancêtre des environ 400 races de chiens. Ça se discute évidemment entre les gens, qu'est-ce qu'une race de chien, et continuellement il y en a qui apparaissent. Ceci dit, au départ, il y en avait 5 à 10. Et puis, depuis 100 ans à peu près, ça explose parce qu'évidemment, chacun veut inventer sa race de chien. Et donc, vous savez, je vous ai dit que c'était par l'ADN qu'on a eu la preuve, et là, c'est indiscutable, et c'est très récent, ça date d'une vingtaine d'années. Alors, on vous raconte toute la journée des histoires incroyables sur les découvertes, on ne parle pas de trucs comme ça qui sont énormes, parce qu'en fin de compte, c'était une question qui se posait depuis des milliers d'années à laquelle on ne savait pas répondre. Alors, au début, l'étude du loup et même du chien, c'était considéré comme sans intérêt, parce que le loup, c'était un emmerdeur, disons, et puis le chien, bah, c'était un commensal de l'homme, et c'était pas un sujet d'étude en soi. Puis, maintenant, il faut dire que c'était pas facile aussi, hein, parce qu'arriver à retrouver à partir du loup le chien, c'était pas évident. Mais maintenant, grâce à l'ADN, c'est-à-dire à la génétique, à l'analyse biochimique des protéines,
on a les parentés. Et là, on n'a plus de discussions de café du commerce, mais des résultats qui sont indiscutables. Et donc, ce n'est pas étonnant, actuellement, il y a une bonne dizaine d'équipes dans le monde qui travaillent sur le chien, qui cherchent à savoir quel est le lien, les différentes races, etc. Je vais en dire quelques mots, là, mais en réalité, je pourrais vous en parler jusqu'à demain matin. Alors, dans la nature, il y a des loups, mais il n'y a pas de chiens. Et alors, ça pose problème parce qu'évidemment, depuis des milliers d'années, on se dit, mais pourquoi, d'où viennent les chiens? Non, alors ce qui fait que ça a même des conséquences sur la manière de les nommer. C'est-à-dire que vous avez actuellement, on a 2 noms sur le nom du chien et du loup, mais il y en a certains systématiciens, c'est-à-dire classificateurs, qui considèrent qu'en réalité c'est la même espèce et que le chien c'est simplement une sous-espèce de loup. Et puis, comme une sous-espèce s'est basée sur la géographie et que manifestement les loups et les chiens ils sont au même endroit, eh bien c'est tout à fait discutable. Et il y en a même qui considèrent qu'en réalité, le chien et le loup, ils sont tellement proches que c'est la même espèce et qu'en réalité, le chien, c'est simplement une forme domestique du loup. Alors par contre, eux, si on ne sait pas comment bien les classer, eux se classent très bien. C'est-à-dire qu'un loup, tout de suite, quand il voit un chien, il cherche à savoir s'il est suffisamment apte à se défendre, et s'il est suffisamment apte à se défendre, il est comme lui un prédateur, et la plupart du temps, il n'est pas capable de se défendre parce qu'il a été sélectionné par l'homme et qu'il est moins efficace, et alors c'est une proie. Donc si vous laissez dans la nature à la fois des loups et des chiens, au bout de quelques milliers d'années ou centaines d'années, vous n'avez plus que des loups parce que le loup mange le chien. Alors, vous voyez les chiffres. Bon, on peut discuter d'ailleurs sur ces chiffres parce que il y a plusieurs études qui ne sont pas exactement convergentes, mais enfin, en tout cas, en gros, les résultats sont valables. C'est-à-dire qu'entre chien et loup, vous voyez qu'il y a 0,2% de distance génétique, alors qu'entre le loup et le coyote, qui est la plus proche espèce du loup, il y a 4%. Donc c'est 20 fois plus. Il y a 20 fois plus de distance entre un loup et un coyote qu'entre un chien et un loup. Donc en réalité, le chien et le loup, c'est à peine différent. Et ça pose aussi le problème de la définition de l'espèce. On vous a appris sans doute à l'école qu'une espèce, le bardeau, l'âne, le mulet, etc., on vous a raconté que les espèces, ça ne se croisait pas, etc. C'était impossible, il y avait une possibilité d'hybridation. En réalité, c'est une loi générale, mais il y a des tas d'exceptions. Et en particulier, chez les canidés, la plupart se croisent sans problème. Et donc, en réalité, cette règle ne tient pas. C'est beaucoup plus complexe que ça. Alors, d'où vient le chien? Eh bien, est-ce que ça a été un croisement d'espèces, comme pas n'importe qui, hein, Charles Darwin, Konrad Lorenz pensaient que c'était des croisements d'espèces, c'est-à-dire que le chacal avait été croisé avec le coyote, avec le renard, etc., et qu'on avait fait comme ça des tas de chiens différents qui tiraient plus soit sur le chacal, soit sur le coyote, soit sur le renard, soit sur le loup. Et puis, en fin de compte, c'est pas ça qui est bon, manifestement, et on le sait maintenant, on est sûr que c'est pas vrai. Mais en fait, il faut reconnaître que c'était pas facile, hein, parce que quand vous allez voir quand je vais vous présenter toutes les races de chiens, vous allez voir qu'ils sont tellement différents les uns des autres et qu'on ne peut pas arriver par la morphologie à savoir la parenté avec le loup. Et donc, il y a une autre hypothèse qui était envisagée, c'était que le chien, ce soit un chien sauvage domestiqué. Alors, les chiens sauvages domestiqués, il y a plusieurs statuts. Il y a par exemple les dholes, qui sont des animaux sauvages comme le loup, mais qui vivent en Asie, et donc ça ne vient pas de là. Il y a le dingo, qui est en réalité, maintenant on le sait par la génétique, qui est un chien amené par les aborigènes australiens, qui est reparti dans la nature, et comme il n'y avait pas de loup en Australie, eh bien, il a occupé la niche écologique du loup. Et donc, ça pose un problème parce qu'on ne sait plus si c'est un animal introduit ou un animal d'origine. Est-ce qu'il est typique, endémique de l'Australie? Problème. Et puis, vous avez les parias. Les parias, ce sont des chiens qu'on voit dans le Moyen-Orient et qui semblaient être à l'origine parce qu'ils ne dépendent pas étroitement de l'homme, mais par contre, ils font un peu les poubelles, ils mangent tous les immondices, et donc on se disait, ça doit être ça le point de départ. En réalité, ce n'est pas bon. Donc, la véritable raison, c'est le loup domestiqué. Le loup sélectionné plus exactement, alors qu'il ne s'est pas seulement domestiqué. Il ne suffit pas d'élever un loup pour en faire un chien. Il faut en plus, pendant des milliers d'années, le sélectionner, choisir certains caractères,
comme le font, et en réalité, Darwin avait bien compris, comme en réalité le font tous les éleveurs. Les éleveurs, ils choisissent des caractères, ils veulent que, leur lignée soit plus grosse, plus petite, de telle couleur, etc., plus agressive, etc. Donc, vous voyez qu'en réalité, ce n'est pas des loups domestiqués, c'est des loups sélectionnés. C'est-à-dire que dans une portée de loups, dans le litho, c'est-à-dire dans la portée de loups, on choisit ce qui nous convient, c'est-à-dire qu'on prend par exemple le plus gros, le plus petit, le plus blanc, le plus noir, le plus gentil ou le plus agressif, etc. Généralement, c'est le plus gentil, évidemment, parce que c'est toujours un problème. Un loup, ça vous arrache une main en quelques secondes, hein. Alors, les ancêtres et les différences morphologiques sont minces, hein, c'est-à-dire qu'en réalité, là, vous avez des loups, entre parenthèses ici, là et là, vous voyez qu'en réalité, c'est exactement pareil, enfin, du moins certaines races de chiens. Vous voyez que simplement les dents du loup sont bien plus développées que celles du chien, et que vous voyez les pattes aussi sont différentes, mais pas tellement, à tel point que ce n'est pas facile en regardant les empreintes de savoir si c'est un loup ou un chien d'une taille similaire. Alors, regardez, c'est pas mal cette figure, parce qu'elle montre à gauche un chien préhistorique, si je puis dire, qui date de 11 000 ans, et puis à droite, un loup actuel. Et donc, vous voyez qu'en réalité, c'est la même chose, ou presque, simplement, le chien dans ce cas-là, c'est un modèle réduit de loup. Et donc, on voit bien la parenté, en réalité, on voit bien que… Et pourquoi est-il plus petit? Probablement parce qu'un loup, c'est plus dangereux et donc, on a tout intérêt à sélectionner des petits loups et pas trop agressifs. Alors, par contre, on a fait aussi des sélections complètement différentes. Par exemple, ici, vous avez des crânes de boxers de pékinois et vous voyez que le museau a été complètement raccourci par sélection. Ce n'est pas du tout normal dans la nature, mais on a choisi des individus qui avaient le museau de plus en plus court. On est arrivé à des trucs invraisemblables, enfin curieux en tout cas, comme des animaux. Et là, vous voyez qu'on a l'impression que c'est complètement différent. Et vous allez voir, quand on va faire les parentés génétiques, que par exemple, le pékinois est proche du loup, ce qui n'était pas du tout évident. Alors, on a parlé de ressemblances morphologiques, mais les ressemblances comportementales sont aussi trompeuses. C'est-à-dire que là, par exemple, si vous avez un chien ou si vous les connaissez un peu, vous savez que tous les canidés ont des postures de jeu où ils mettent les pattes en avant, là vous le voyez ici, là-haut, avec un renard. Et donc, le chien le fait, évidemment, et vous voyez qu'en réalité, c'est commun à énormément de canidés. Donc, vous voyez qu'il y a une parenté énorme. Et dans les signaux optiques, acoustiques et olfactifs, aussi, il y a une parenté. C'est-à-dire qu'entre ici, vous avez des mimiques de loup de la face, et puis des positions de la queue du loup, et vous voyez qu'en réalité, c'est un code, mais qui est à peu près le même que celui du chien, mais beaucoup plus ritualisé, c'est-à-dire beaucoup plus marqué, parce que les loups, ils ne plaisantent pas, ils risquent leur vie quand ils ne s'entendent pas, parce qu'une attaque, ça peut être mortel, et donc ils ont des signaux ultra démonstratifs pour empêcher toute attaque. En réalité, pour dire à distance ce qui va arriver et pour éviter d'aller trop loin. En réalité, c'est plutôt pour empêcher l'attaque que pour la créer. Et c'est pour ça que quand vous allez dans un zoo et que vous voyez des loups, eh vous avez l'impression qu'ils vont se tuer, mais en réalité, ils font beaucoup de démonstrations, mais il ne se passe pas grand-chose la plupart du temps. Et vous remarquez aussi que si on est les génies de la communication, à tel point qu'on considère que Descartes, par exemple, considérait que parce que l'homme parle, eh bien, il est le seul à avoir l'intelligence, la sensibilité, tout ça, bon, ce qui est complètement idiot, évidemment, eh bien, maintenant c'est complètement dépassé d'ailleurs, mais il n'en reste pas moins que nous, on est les spécialistes du verbe, c'est-à-dire des signaux acoustiques, tout avec tout un tas de constructions, de niveaux, bon, je ne vais pas entrer là-dedans. En tout cas, le loup, c'est évidemment moins développé au point de vue acoustique comme n'importe lequel, mais il a un mélange de signaux. Il y a des signaux optiques, plus des signaux acoustiques, plus des signaux olfactifs. Et les signaux olfactifs en particulier, bon, optique et acoustique, on arrive un peu à suivre, mais alors, on se dit, on ne voit pas autant de choses qu'un chien, hein, au point de vue signaux optiques. Et on n'entend pas autant qu'un chien et encore moins qu'un loup. Donc, par exemple, les loups entendent presque 2 fois plus haut que nous. Et puis, on est
dans le monde olfactif, complètement nuls. On est des illettrés de l'olfaction, puisqu'on sent à peine. Alors qu'un loup, alors on vous dit c'est 1000 fois plus, 100 000 fois plus, 10 000 fois plus, bon, ça ne représente pas grand-chose, mais par contre, il est évident qu'ils sont dans un monde qui n'a rien à voir, à tel point que quand vous promenez votre chien, et quand il s'arrête devant un réverbère et qu'il reste 10 minutes à savoir, parce que lui, il sait qui est passé avant, quel individu, quel sexe, en chaleur ou pas, agressif ou pas. Donc, c'est un vrai journal qu'il lit. Et donc, il a besoin de plus de temps que vous qui lui tirez la laisse parce que vous, évidemment, vous ne voyez rien. Alors là, dans un bouquin là, que j'ai fait récemment là, sur les signaux, l'éducation éthologique du chien, eh bien, vous voyez que les signaux sont proches de ceux du loup chez le chien, mais c'est beaucoup moins complexe et moins ritualisé, ce que je vous ai raconté tout à l'heure. Alors, en fin de compte, ça reprend un peu ce que je vous ai montré tout à l'heure, par exemple, les dessins les mimiques faciales, hein, mais vous voyez que c'est moins net, moins net que chez le loup, où là, c'est exagéré à un point extraordinaire. Et c'est normal, parce qu'un loup, ses dents sont des véritables poignards. Alors, les différences sont trompeuses, c'est-à-dire que, par exemple, le loup hurle quand le chien aboie. Mais en réalité, pourquoi le loup hurle alors que le chien aboie? Ben, tout simplement, on ne le sait pas, on n'était pas là, mais probablement c'est logique, parce qu'on n'a aucun intérêt à ce que les loups qu'on a sélectionnés hurlent la nuit, sinon on ne peut plus dormir. On a tout intérêt à ce que le loup aboie, et ça existe, les aboiements chez les loups, mais c'est très, très discret. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'en réalité, on a fait une sélection pour retourner le loup à notre avantage, c'est-à-dire qu'on a supprimé le hurlement qui nous embêtait, et puis on a développé le jappement, c'est-à-dire l'aboiement. Pourquoi? Parce que l'aboiement, ça permet de garder le village ou le campement pendant la nuit, ça peut, contre les prédateurs, contre la tribu adverse, etc. Et vous voyez qu'en réalité, la structure sociale du loup, c'est une structure de meute. Et donc, très vite, très facilement, et c'est ça tout le mystère qui s'éclaircit du loup et du chien, c'est que si on a si facilement adopté le chien, c'est que le chien nous a adopté. En réalité, on a la même structure sociale que nos ancêtres, c'est-à-dire il y a 10 000 ans, on était des chasseurs-cueilleurs. On vivait en groupe, en bande de 30-40 personnes, avec une dizaine d'hommes qui couraient après les animaux. Généralement, les femmes qui étaient autour du campement et qui chassaient parfois, mais des petits animaux, alors que les hommes, leur spécialité, c'était les gros animaux. Parfois, les femmes participaient, mais c'était pour abattre le gibier. Donc, en réalité, il y a toute une structure sociale qui était la même chez l'homme préhistorique et le loup. C'est-à-dire qu'on est tous les deux, on occupe la même niche écologique, on occupait la même niche écologique, évidemment, dans le supermarché, mais là, c'est difficile à voir. C'est-à-dire qu'on était des chasseurs en équipe par la coopération du gros gibier. On était les spécialistes du gros gibier. Parce qu'un loup, ça fait une cinquantaine de kilos, et en fait, ça dépend des races. Il y en a qui font 20 kilos, il y en a qui font 80 kilos, mais enfin, en moyenne, disons 50 kilos. Et un loup, comme tout prédateur, il est limité par son poids. Alors que par contre, si vous avez 10 loups ensemble, ils peuvent abattre une proie de 500 kilos. Donc vous voyez que ça élargit la niche écologique, et c'est ce qui fait que, par exemple, le renard ne peut pas atteindre cette coopération, alors que le loup crée une nouvelle niche écologique qui est celle, pas seulement de l'individu, mais du groupe. Et ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vécu, parce qu'en réalité, nous, il y a 10 000 ans qu'on est dans l'agriculture, l'élevage, et qu'on est sédentaire dans des villages, alors que 300 000 avant, on vivait comme les loups. Donc, c'est une échelle qu'on a perdue de vue et qu'il faut retrouver en réalité pour comprendre. Hop, je me trompe. Ah, voilà. Alors, mais par contre, certaines races de chiens, comme les huskies, sont plus proches du loup, et vous le voyez parce qu'ils n'aboient pas et qu'ils hurlent. Si vous avez des huskies, vous avez remarqué qu'ils n'aboient quasiment pas, mais par contre, ils hurlent facilement. Et vous avez pas mal de races comme ça qui le font, mais c'est des races primitives. Et vous allez voir qu'en génétique, on va s'apercevoir, comme par hasard, qu'ils sont proches du loup. Alors, des chiens, il y en a des tas, hein, mais au départ, il devait y en avoir environ 4 à 10
c'est-à-dire on avait le type roquet, puis levrier, molosse, chasse, etc. Puis, c'est très récent, à partir du XVIIIe siècle, sélection maximale, et on est arrivé à près de 400 races. Donc, vous voyez qu'on a fait exploser, et maintenant ça continue, il y a encore des races qui se créent actuellement. Et même avec un seul ancêtre, les origines des races de chiens peuvent être complexes, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on n'y arrivait pas d'ailleurs, on n'arrivait pas à s'y retrouver, parce que vous pouvez avoir des rétrocroisements, c'est-à-dire des croisements à l'envers, c'est-à-dire qu'après être parti depuis dizaines de milliers d'années du loup, vous pouvez recroiser avec un loup. Et alors là, ça devient la bouteille à l'encre parce que vous n'y retrouvez pas, et si vous n'avez pas la génétique et l'ADN, vous ne pouvez pas comprendre. Par exemple, vous avez ici, c'est d'ailleurs beaucoup de succès en ce moment, parce que ça ressemble à des loups, mais c'est moins agressif qu'un loup. Vous avez ce qu'on appelle les chiens loups, c'est-à-dire des nouvelles races qui sont croisées avec des bergers allemands et des loups. Et donc, vous avez deux races en particulier, le tchécoslovaque et le sarlos. Et donc, vous voyez qu'ils sont magnifiques, mais ce n'est pas des loups, mais c'est pas loin. Et là, sur le plan de la morphologie, c'est évident. Par contre, là, vous avez un Basenji, c'est-à-dire une race africaine qui reste proche du loup, mais qui n'a pas du tout l'aspect d'un loup. Donc, vous voyez que ce n'est pas simple. Là, vous avez le dingo, qui a été, comme je vous ai raconté rapidement tout à l'heure, a été un chien amené par les aborigènes et qui est retourné à la nature, parce qu'il n'y avait pas de loup. Il était retourné à la nature dans un monde d'Europe, d'Eurasie, ça serait fait bouffer par les loups. Mais là, il y avait la place était libre, l'écologie était libre. Et donc, problème, est-ce que c'est une espèce endémique ou est-ce que c'est une race introduite? Et alors, actuellement, en ce moment même, les Australiens sont bien embêtés parce que vous avez les défenseurs du dingo qui estiment que c'est une espèce endémique qui est propre à l'Australie et qu'il faut protéger. Et vous avez les éleveurs qui vous disent que c'est une race introduite de chiens et que donc il faut la battre. Donc vous voyez que ce n'est pas simple et que la manière dont vous voyez le problème, c'est pour ça qu'en réalité, c'est même plus scientifique, c'est-à-dire que c'est presque politique. Vous décidez en fonction de la vision que vous avez de l'animal, de ce que vous en faites, parce qu'en fin de compte, vous décidez que c'est soit un animal introduit, ça c'est un animal endémique. Alors là, voilà, on pourrait parler sur cette figure pendant des heures, mais on va la voir à toute allure. C'est-à-dire que, alors il faut la lire dans le sens des aiguilles d'une montre. Là, vous avez le loup qui est au départ, et puis au fur et à mesure que vous tournez, vous vous éloignez du loup. Et vous allez juste très loin, jusqu'au coyote, par exemple, ici. Et donc, là, dans les proches du loup, vous avez évidemment le Basenji, le chien africain qu'on vient de voir, le dingo, que la race primitive de chiens qui s'est installée en Australie. Et puis, vous avez le husky, qui n'est pas loin du loup, mais, surprise, vous avez le chihuahua, le shih tzu, qui sont des petits roquets qui ont été sélectionnés manifestement à l'envers du loup, c'est-à-dire des petits animaux tout petits, probablement en particulier, on pense que c'était les princesses chinoises, les nobles chinoises, qui mettaient ça dans des manchons, et donc il fallait un animal tout petit, sympathique. Et là, c'est une nouvelle fonction du loup et donc du chien, c'est-à-dire que c'est un animal uniquement de compagnie. Ça apparaît à partir de là, et vous voyez que sur le plan génétique, il est proche du loup, alors qu'il ne ressemble pas du tout. Par contre, vous avez le German Shepherd Dog, c'est-à-dire le berger allemand, qui, lui, est très loin du loup. Alors là, vous comprenez que tous les grands biologistes ne pouvaient pas trouver, c'était impossible. Et donc, si vous continuez à tourner, bon, on ne va pas passer tout en revue parce qu'il faudrait des heures, mais vous voyez par exemple le border collie. Vous avez entendu parler du border collie qui est célèbre parce que c'est le petit génie des gardiens de troupeaux de moutons et qui obéit au doigt et à l'œil, etc. Mais c'est un gène très récent, comme par hasard. C'est pour ça qu'en réalité, il est si doué pour entendre ce qu'on dit et comprendre. En réalité, l'homme l'a sélectionné à fond. Ceci dit, les vieux bergers considèrent que c'est des sortes de robots et que ce n'est pas du tout les petits génies, mais c'est des animaux qui obéissent simplement, qui font ce que l'homme le dit, mais que par contre, les vieilles races de chiens sont beaucoup plus intéressantes d'après eux, parce qu'ils sont capables d'initiative, alors qu'un border collie, il attend les ordres. Alors maintenant, depuis quand le chien a-t-il été domestiqué? Alors là, même à l'échelle de ma vie, ça a complètement été modifié. C'est-à-dire qu'au départ, moi, quand j'étais gamin, enfin, on disait 8000 ans.
parce qu'on pensait évident, ça paraissait logique, que c'était depuis que l'homme s'était sédentarisé, vivait dans des élevages, avec l'élevage et l'agriculture, vivait dans des villages, et donc on pensait que c'était de 8000 ans. Et puis on a fait un peu plus d'études, on s'est dit non, c'est pas possible, c'est plus. Donc on a mis 12 000 ans. 12 000 ans, c'est la limite du néolithique, 10-12 000 ans, ça dépend des régions. Et donc, ça paraissait déjà beaucoup. Et c'était déjà le premier des animaux domestiques, de loin. Et puis, maintenant, on est entre 26 000 ans, et même il y en a certaines qui disent 35-36 000 ans. Donc, vous rendez, alors là, ils se disputent évidemment, mais et ça va, évidemment, je ne vais pas rentrer là-dedans, et d'ailleurs, je ne suis pas compétent pour ça, mais donc, il y a certains qui disent que c'est 26 000 ans, d'autres qui disent que c'est 36 000 ans, et ils ont des arguments. Bon, à mon avis, en tout cas, là, on commence à arriver dans les chiffres qui sont définitifs. On peut aller plus loin, hein. Il y en a qui vont plus loin jusqu'à 100 000 ans. Mais enfin, bon, ça, c'est purement hypothétique et c'est par des calculs mathématiques. Alors que là, c'est des chiffres réels, avec des animaux qu'on a trouvés et qu'on a datés. Donc, vous voyez que déjà, attention, 36 000 ans, ça vous fait 26 000 ans avant la sédentarisation de l'homme, c'est-à-dire, depuis 26 000 ans, l'homme était chasseur-cueilleur. Donc, vous vous rendez compte, c'est plus du tout la même échelle et c'est plus la même cause de domestication. C'est-à-dire qu'on n'a pas domestiqué le loup pour garder les troupeaux ou pour garder les maisons, comme on croyait au départ, qui paraissait logique. On l'a domestiqué manifestement, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas d'éleveurs, il n'y avait pas d'agriculteurs et pas de villages. On l'a sélectionné certainement à l'époque pour aider à la chasse. Parce qu'un loup, ça a été fait dans des tribus actuellement de Shan, c'est-à-dire de San, des derniers chasseurs-cueilleurs qui existent encore sur Terre, eh bien on s'aperçoit que quand ils ont un chien, ils arrivent à tripler le gibier. Donc vous vous rendez bien compte qu'en réalité, c'était tellement intéressant que sitôt qu'on a dû commencer probablement avec des loups, parce que ça peut se faire, la preuve c'est que je l'ai fait, mais par contre, après, comme c'est dangereux un loup et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, et qu'il y a dû y avoir des accidents, bien sûr, eh bien, on est passé petit à petit à des sélections et on est arrivé aux chiens. On a gardé les avantages, mais on a éliminé les inconvénients. Alors, le problème, c'est que là, évidemment, je ne vais pas entrer dans le débat, mais là, c'est peut-être pas le même loup, hein. C'est-à-dire que là, on a le loup classique, actuel, et puis là, il se peut que ce soit un loup ancien qui a disparu. Bon, je n'entre pas dans le débat, et de toute manière, ce n'est pas l'objet de la conférence. Alors, par contre, c'est intéressant de resituer la domestication du loup, c'est-à-dire le chien, parmi les autres animaux domestiques. Et là, vous voyez que c'est loin. Le loup a été de très loin le premier animal domestiqué, le seul dès le paléolithique. Et vous voyez que le dindon, 5000 ans, le cochon, 6000 ans, mais ça a été domestiqué en 2 endroits, sélectionné en 2 endroits, le cochon, en Chine, en Turquie, et là, ce n'est pas la même date. Le zébu et les bovins, 7-6 000 ans. La chèvre, le chat maintenant, on sait que c'est plus que ça, mais ça ne peut pas être plus de 10 000 ans, parce qu'à 10 000 ans, on est dans les villages et donc dans l'agriculture, et on fait des stocks de grains, et on a besoin de protéger son grain pour ne pas mourir de faim l'hiver. Et donc, parce que les rongeurs vont manger le grain, et donc on a absolument besoin d'un animal, d'un petit prédateur qui mange les rongeurs. Et donc, c'est certainement le chat, il ne peut pas être plus récent qu'une dizaine de milliers d'années. Et puis après, vous avez donc les bœufs, le mouton, et vous voyez que d'un seul coup, là, on a été obligé de faire une cassure, c'est-à-dire que vous passez de 10 000 ans à 30 000 ans. Donc, ça n'a rien à voir. En réalité, le chien et le loup ont été domestiqués bien avant, ça n'a rien à voir, c'est un autre monde. Là, vous êtes dans le monde du néolithique, c'est-à-dire le monde qu'on connaît actuellement, et puis là, vous êtes dans le monde des chasseurs-cueilleurs qui durait depuis 300 000 ans, et qui même était celui des hommes qui nous ont précédés, des humains qui nous ont précédés, comme Homo erectus. Et donc, en réalité, vous voyez que là, on entre dans un autre monde. C'est deux mondes différents. Alors, comment le loup a-t-il été domestiqué? Alors là, il y a 2 théories. Jusqu'à récemment, la grande théorie, encore il y a des gens qui croient toujours,
et car il y a pas mal de gens d'ailleurs, c'est la théorie de la commensalité, c'est-à-dire les hommes des cavernes qui ne vivaient pas dans les cavernes, comme vous le savez, mais qui simplement allaient dans les cavernes de temps en temps, mais vivaient en plein air dans des abris, eh bien, ils chassaient du gros gibier et petit à petit, il y a des meutes de loups qui ont pris l'habitude de les suivre et de manger les restes de mammouths ou je ne sais pas quoi, de gros animaux qui étaient tués. Donc ça, c'était la théorie qui, jusqu'à récemment, était la plus connue. Et puis, moi, je pense que l'autre théorie est bien meilleure, et d'ailleurs, moi, je l'ai expérimenté, si je puis dire, c'est la théorie de l'adoption, c'est-à-dire parce qu'on arrive beaucoup plus à une intimité avec l'animal, alors que la théorie de la commensalité, c'est quand même du voisinage. Alors que la théorie de l'adoption, c'est aller dans une tanière de loup, récupérer un ou deux jeunes louveteaux avant qu'ils ouvrent les yeux, c'est-à-dire avant 10 jours, et puis ensuite le laisser ouvrir les yeux non plus chez les loups, mais chez les humains. Et à ce moment-là, par le phénomène d'imprégnation sociale qu'a bien étudié Konrad Lorenz, et qui en réalité a été découvert par Heinroth, son maître à penser, eh bien, en réalité, c'est de l'imprégnation sociale. C'est-à-dire que il y a des espèces qui connaissent leur espèce avant même d'ouvrir les yeux. Et puis, il y a des espèces très sociables, comme par exemple les canards, les oies de Lorenz, par exemple, ou les loups et donc les chiens, qui ne découvrent leur espèce qu'en la voyant. Et donc, chez le l'oie, c'est vraiment étroit, parce que c'est un oiseau et un petit cerveau. Mais par contre, chez les mammifères comme le loup, qui sont des gros malins, eh bien là, il y a une adaptation possible. C'est-à-dire qu'il commence par l'homme, mais après, si on lui montre des chiens ou des loups, je ne sais pas quoi, il va voir qu'il va élargir son monde. Et donc, il est moins étroitement inféodé à une espèce que les oiseaux. Et vous voyez d'ailleurs, bon, maintenant c'est un peu dépassé, mais il n'y a pas si longtemps, moi je l'ai vu d'ailleurs, hein, au Gabon par exemple, chez les Pygmées, et vous avez des bonnes femmes qui sont soit qui ont perdu un nouveau-né, soit qui ont un nouveau-né et qui élèvent en même temps, qui nourrissent avec leur lait un jeune animal, un jeune mammifère. Et donc, manifestement, c'est par là que ça a dû arriver, le lien avec ces louveteaux qu'on enlevait de la tanière et qui s'adaptaient à l'homme d'une manière incroyable. C'est-à-dire qu'en réalité, on n'a pas besoin de les dresser. Ils entrent dans la famille, ils s'adaptent automatiquement à la famille humaine parce qu'en réalité, ils trouvent à peu près les mêmes structures sociales. Alors, vous voyez l'imprégnation sociale à Konrad Lorenz, donc que j'ai bien connu d'ailleurs, et vous voyez les oies, comment il a fait pour arriver à ça? Eh bien, tout simplement, il a récupéré des œufs et puis il s'est mis à l'éclosion. Et les oies, en sortant de leur œuf, ont vu ce bonhomme. Et elles ont considéré, parce qu'elles sont programmées pour ça, que c'était leur maman, leur papa, enfin leurs parents. Et donc, après, elles le suivaient au quart de poil. Et quand il va dans l'eau, évidemment, elles sont quand même programmées pour avoir une taille adaptée à leur taille à eux. Donc, s'ils sont à terre, ils se tiennent à distance, mais si Konrad Lorenz se met dans l'eau et que seulement sa tête apparaît, eh bien là, il revient à l'échelle du noix. Et là, vous voyez que les oies arrivent et le trifouillent là, en le considérant comme leurs parents. Alors, donc, en réalité, le loup n'est pas un chien, hein, vous avez bien compris, mais c'est tellement étroitement lié qu'on ne peut pas comprendre un chien sans connaître le loup, son seul ancêtre. Hein. Attention, il n'y en a pas plusieurs, comme on croyait. Alors, la preuve que c'était bien trouvé avec le loup, c'est qu'un autre, récemment, dans les années 50, un généticien russe a cru trouver, connaissant tout ce que je viens de vous raconter, s'est dit « Ah, je vais créer un nouveau chien ». Et il s'est dit, bon, au lieu de partir du loup, je vais partir du renard. En effet, il a obtenu des animaux qui étaient encore plus jolis que des chiens, mais ça a été un échec. Alors lui, il a essayé d'en faire une affaire commerciale, etc., et de les vendre, et ça se vend encore, je crois, actuellement, et c'est assez cher, c'est de l'ordre de 5 à 10 000 euros. Mais par contre, ça n'a pas tellement de clients, pour la bonne raison qu'on a
il a supprimé la peur de l'homme, c'est-à-dire qu'au bout de 8-10 générations, vous arrivez à ce qu'en éliminant à chaque fois tous les animaux qui fuient l'homme, en gardant que ceux qui acceptent l'homme, vous arrivez en 8-10 générations à avoir des renards, en particulier des renards polaires, puisque là c'est des renards polaires qui sont tirés d'élevages, eh bien vous arrivez à avoir des renards qui recherchent la présence de l'homme, comme vous voyez là. Le gars, là, c'est Dimitri Belaïev, le généticien dont je parle. Mais par contre, vous n'arrivez jamais à avoir la sociabilité d'un chien. Et pourquoi? À mon avis, je suis le seul à dire ça, mais enfin, je pense que c'est de bon sens, c'est qu'en réalité, un renard, ce n'est pas construit pour vivre en meute aussi étroitement imbriquée, aussi coopérante qu'un loup. Et donc, nos ancêtres ont été plus malins que ce généticien, parce qu'ils ont bien vu qu'en réalité, il fallait taper sur le loup et pas sur le renard. Et donc, là, on s'aperçoit qu'au départ, le loup avait une fonction de chasse, probablement, mais il avait aussi une fonction de garde, mais il avait aussi une fonction d'animal de compagnie. Et là, vous voyez, par exemple, à moins de 12 000 ans, je crois que si j'ai bon souvenir, c'est en Israël, une dame qui a été ensevelie avec la main, vous le voyez là, la main sur son chien. Donc déjà, vous avez une relation qui n'est plus celle simplement d'un chasseur qui va augmenter sa part de gibier. Vous avez vraiment un lien comme actuellement, ça s'est développé à fond. Maintenant, il n'y a plus beaucoup de gens qui augmentent leur gibier avec des chiens, mais par contre, il y a de plus en plus de gens qui considèrent leur chien comme un membre de la famille. Et donc, en réalité, le chien, ça illustre le phénomène classique en biologie de la néoténie, c'est-à-dire qu'il a des caractères infantiles. Il a des caractères infantiles, par exemple, la forme de la queue qui est en tire-bouchon, etc. Les oreilles qui, au lieu d'être dressées, sont généralement tombantes. Les couleurs, il a des tas de colorations, des taches, alors que chez un animal sauvage, le chien-loup sauvage, vous ne voyez pas des taches. Mais par contre, vous voyez qu'il a aussi un caractère qui n'est pas visible, mais qui est le principal, c'est qu'on a sélectionné des louveteaux qui étaient moins autonomes, les moins autonomes, qui restaient toute leur vie infantiles. C'est-à-dire que le chien, et entre parenthèses, on a aussi sélectionné des animaux au cerveau plus petit, parce que les chiens ont un cerveau plus petit de 20 à 30% que les loups. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus difficile de vivre comme un loup que comme un chien. Un chien, on est nourri, logé, alors qu'un loup, il faut tout inventer. Et d'ailleurs, ce n'est pas original. Ce n'est pas uniquement chez le loup, puisque vous l'avez de la même manière chez les poulets, chez les sangliers qui ont donné des cochons, et leur cerveau est beaucoup plus petit, parce que la vie domestique est beaucoup plus facile que la vie de sauvage. Et donc, en réalité, le caractère intéressant qui a été sélectionné chez le chien, et à partir du loup, mais on a pris les loups les plus infantiles, et on a fait le chien, en réalité, c'est un éternel ado. C'est-à-dire qu'il considère, comme les jeunes loups, jusqu'à 1 an et demi, 2 ans, que le chef de meute, on lui passe tout, on obéit, etc. Et alors que chez le loup, après, normalement, quand il arrive à l'âge adulte, à la maturité sexuelle, pour arriver à se reproduire, il faut qu'il remette en question la dominance du couple dominant, puisque dans une meute, il y a un couple dominant, et donc il essaye de remettre en question, et puis généralement ça se passe mal, et donc il est obligé de partir, et là il devient solitaire, il n'est plus en meute, et là c'est ce qui se passe en ce moment. Si je fais un jour un exposé sur la gestion du loup, c'est actuellement, on fait exactement le contraire de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'on tue les dominants, c'est-à-dire généralement le couple dominant, et donc on fait exploser la meute, et donc les loups immatures, inexpérimentés, d'une part, ne savent plus chasser les animaux sauvages, et donc ils se rabattent sur le bouton, c'est-à-dire exactement le contraire de ce qu'on veut. Deuxièmement, alors qu'ils vivaient en meute et qu'ils étaient castrés psychologiquement et physiologiquement, là, ils partent dans la nature et ils cherchent à trouver un territoire et un conjoint et à créer une nouvelle meute. Donc, on essaime les meutes. Donc, vous voyez, passons, je ne vais pas entrer là-dedans, mais il y a tout un exposé à faire là-dessus.
En tout cas, vous voyez que c'est vachement intéressant. Alors, où s'est faite cette invention, cette création du chien à partir du loup? Ben avant, les Chinois pensaient qu'ils étaient évidemment les seuls à l'avoir fait et que c'était unique. En fin de compte, on commence à en avoir d'autres endroits du monde, en particulier en Eurasie et en Sibérie. Donc, on s'aperçoit que probablement, il y en a eu plusieurs. Alors là, c'est tout en discussion actuellement. C'est des recherches qui sont en cours, hein. C'est-à-dire que c'est tellement récent, vous vous rendez compte, il y a 60 ans, on connaissait pas la biologie du loup, et il y a 20 ans, on ne savait même pas que le loup était si proche du chien. Et on croyait que c'était deux espèces différentes. Et donc, en réalité, on pense qu'il y a plusieurs berceaux du chien, et en plusieurs endroits du monde, parallèlement sans doute, sans que les gens aient communiqué et expliqué aux voisins ce qu'il fallait faire, mais ils sont arrivés à la même solution qui était logique. Parce que c'est tellement, quand on arrive à élever des louveteaux et qu'on les associe à la chasse, c'est tellement rentable, ça augmente tellement le rapport que plusieurs tribus, dans des endroits différents du monde, ont trouvé la même solution. Mais il n'y a pas dû y en avoir beaucoup, parce que c'est quand même pas évident, hein. Et donc, et pourquoi faire? Eh bien, ça, évidemment, il y a plusieurs causes possibles, mais la principale, comme je vous disais, ça paraît être la chasse. Pourquoi? Parce qu'on a en particulier le flair, où nous, on est complètement inefficace. Et en plus, les loups voient dans la pénombre, ils ne voient pas dans la nuit, mais ils voient dans la pénombre, les chiens moins, parce qu'évidemment, la sélection par l'homme fait que l'homme vivant plutôt de jour, ils ont perdu cette vision presque nocturne. Et puis, la rapidité. Un chien ou un loup, ça va 2 fois plus vite qu'un homme. Ensuite, le croc et les griffes, c'est-à-dire qu'il a déjà sur lui les armes, alors que nous, c'est avec notre cerveau, qui a triplé d'ailleurs, qu'on est arrivé à trouver, à inventer des bois pointus et pointés qui sont devenus des lances, et des massues, et avec des cailloux taillés. Bon, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de l'humanité. Et puis alors, il y a eu d'autres fonctions du chien. Par exemple, le portage. Bon, maintenant, ça n'existe quasiment plus, mais à une époque, les Indiens, par exemple, quand les Européens sont arrivés en Amérique du Nord, eh bien, tous les tribus avaient des chiens costauds qui les aidaient à changer de camp et qui portaient des charges. Vous avez la garde, évidemment, qui est vachement intéressante, parce que vous vous rendez compte que quand on peut dormir la nuit, c'est-à-dire qu'on ne risque pas d'être attaqué par un animal sauvage ou par la tribu voisine. Et puis, comme je vous racontais aussi avec les chiens parias, il y a une fonction des boueurs qui est encore valable actuellement dans certaines régions du monde, dans le Moyen-Orient. Alors, aussi, une fonction qui paraît incroyable maintenant, c'est la viande. C'est-à-dire, c'était une réserve de viande sur pattes. Et donc, alors ça paraît un truc incroyable et complètement aberrant pour maintenant, mais en réalité, c'est très récent, la disparition des boucheries canines. Il y a pendant, la plupart des civilisations, il y avait même chez les Aztèques et les Mayas, il y avait des chiens qui étaient sélectionnés sans poils pour être mangeables direct sans avoir épluché. Donc, vous vous rendez compte, c'est un problème moral en réalité, c'est-à-dire que nous, maintenant, on aurait pu faire ça, mais actuellement, en Chine, vous avez encore des marchés aux chiens qui sont de plus en plus mal vus, mais enfin, en tout cas, ça existe encore. Alors, la sélection naturelle, elle est bien plus efficace que la sélection artificielle. C'est-à-dire que la sélection naturelle, par exemple chez le loup, vous voyez des traces de loup. Sans aller même chercher dans la génétique ou dans la morphologie ou l'anatomie, vous avez des traces de loup. Là, vous avez des loups qui marchent, et ils marchent tous à la queue leu-leu. C'est-à-dire la queue leu-leu, ça veut dire en suivant la queue du loup. Le, c'est loup en vieux français. Et donc, vous voyez qu'ils se suivent. Et d'une part, ils marchent dans la même ligne, et d'autre part, ils mettent leurs pattes dans les pattes postérieures, dans les traces des pattes antérieures. Et donc, pourquoi ça? Parce que ça évite les pertes d'énergie. Si vous marchez dans la neige et que vous marchez uniquement dans les traces du voisin et déjà dans les traces des pattes antérieures, évidemment, vous économisez de l'énergie. Donc, vous vous rendez compte où on arrive, c'est-à-dire que le loup est allé jusqu'à économiser ça, alors que le chien,
comme c'est sélectionné par l'homme, donc beaucoup moins bien, eh bien, c'est rien qu'à voir les traces, vous voyez que c'est pas le même monde. C'est un peu le bordel, c'est-à-dire que c'est des traces incohérentes parce qu'il n'y a pas une sélection aussi forte et qu'un chien n'a pas besoin de survivre. Un loup, c'est des milliers, des centaines de milliers d'années de sélection, et seuls ceux qui arrivent à résister, à économiser leurs forces, survivent. Donc, vous voyez la différence entre sélection naturelle et sélection artificielle. Alors, ceci dit, on a quand même fait des trucs assez extraordinaires. Il y a un chien qui a manqué de disparaître, d'ailleurs, parce qu'on n'en avait plus l'usage, qui s'appelle le chien des îles de Lofoten. Les îles de Lofoten, ça se trouve dans la Norvège, bien au nord. Et donc, dans ces îles de Lofoten, il n'y avait pas grand-chose à manger. Et en particulier, il y avait beaucoup d'oiseaux marins qui venaient à l'époque de la reproduction. Et on avait sélectionné des petits chiens qui, d'une part, arrivaient à écarter les pattes en croix complètement pour arriver à grimper dans les falaises et à attraper les oiseaux marins dans leur terrier. Et puis en plus, chez le loup, l'ergot est contrôlable, c'est-à-dire qu'il peut le plier. Mais chez les chiens, non seulement il ne peut pas le plier, mais vous avez même des races de chiens où il y a 2 ergots à l'avant, à l'arrière, enfin, des trucs incroyables qui est complètement uniquement dû à l'homme qui a inventé ce truc-là, qui a fait une sélection qui n'a plus rien à voir avec le fonctionnel. Et donc là, chez ce chien des îles Lofoten, l'ergot est utilisé comme un 6e doigt. Et donc, ça, vous le voyez là. Et donc, vous voyez qu'en réalité, on est arrivé carrément à modifier les doigts d'un chien pour de manière à ce qu'il attrape les oiseaux marins qui sont enterrés, qui les déterre, et puis ensuite qui les emporte en les prenant dans la gueule et en les ramenant, ceci dans des falaises. Hein. Donc, et d'ailleurs, ce chien aussi, quand il tombe à l'eau, il ferme les narines pour pas avaler l'eau. Et donc, c'est vraiment une adaptation incroyable. Là. Alors, autre truc incroyable, c'est le chien, évidemment, a été beaucoup utilisé pour chasser les mammouths. Vous en doutez bien, parce que le mammouth, c'était l'idéal, c'est-à-dire la grosse bestiole qu'on peut arriver à tuer à distance avec des lances, mais qui est rabattue par le chien. Et donc, évidemment, sans doute, ça paraît logique, les chasseurs de mammouths avaient des chiens dressés pour ce genre de travail, pour abattre le gibier, et l'amener à un traquenard qui était prévu par les hommes préhistoriques qui les attendaient avec des grandes lances. Et puis, ils devaient être tellement appréciés, ces chiens de chasseurs de mammouths, qu'on a trouvé dans des chiens qui ont une dizaine de milliers d'années, on a trouvé des têtes de chiens. Bon, on voit bien que c'est des chiens primitifs parce qu'ils ressemblent pas mal au loup, mais avec un os de mammouth dans la gueule qui restait là. Et or, quand vous allez dans les tribus de chasseurs sibériens, eh bien, vous voyez que quand ils enterrent leur chien préféré, et qui a été très utile pour attraper les rennes, par exemple, eh bien, ils lui mettent un os de renne dans la gueule. Donc, vous voyez que les traditions se sont maintenues probablement du fait qu'il y avait un lien tellement étroit entre le chien et l'homme que c'était non seulement il nourrissait la famille, et en plus, il y avait un lien amical, hein, une affection. Et là, en fin de compte, on en est arrivé à faire des chiens, après les avoir sélectionnés pour les adapter à l'homme, on en a fait des agents doubles. C'est-à-dire qu'on a retourné, comme les services secrets retournent des agents pour en faire des agents doubles et espionner dans l'autre sens. Et bien là, vous voyez sur un dessin préhistorique les chiens qui sont en train de chasser le loup. Et donc, une bonne partie de l'élimination des chiens, en particulier en France, puisque vous savez que les loups ont été éliminés par les primes, et sans doute avec l'aide des chiens, évidemment, parce que le chien, c'est le plus facile pour arriver à attraper un loup, alors qu'un loup, ça va trop vite. Alors, vous avez aussi toutes les adaptations, toutes les utilisations du chien. Là, vous avez des chiens de combat, bulldog, c'est-à-dire, traduction directe, le chien à taureau. Et donc, vous le voyez dans les combats de chiens qui étaient faits à une époque, bon, maintenant c'est mal vu, mais à une époque, c'était très couru. Là, vous avez des chiens de guerre, c'est-à-dire qu'on lui met une pique devant
une armure pour éviter de se faire blesser, et puis qui a même sur le cou un pot avec un brasier pour semer la panique dans les troupes adverses. Là, vous avez en 14-18, il y avait beaucoup de chiens qui étaient utilisés, et même maintenant, ça n'a pas disparu. Hein. Actuellement, on sélectionne des chiens dans toutes les troupes de combat, et en France ou ailleurs, on sélectionne des chiens qui vont attaquer le gars, et puis ensuite, qui ont souvent maintenant une caméra, etc. Donc, vous voyez qu'actuellement, le chien a toujours, et à une époque, pendant la guerre de 40, vous aviez des Russes qui avaient entraîné leurs chiens à aller sous les tanks et à exploser sous le tank. Donc, évidemment, ce n'était pas bon pour le chien, mais en tout cas, c'était efficace. Et donc, en réalité, le chien était très utilisé jusqu'à récemment. Là, vous voyez en Belgique, justement, des chiens qui étaient utilisés pour transporter des tas de choses. Et en réalité, le chien a toujours aidé l'homme. Et là, vous voyez, là, carrément, il sert de moteur. C'est-à-dire qu'il fait tourner tout un système là, de poulies pour, par exemple, broyer du grain ou ce que vous voulez. Alors, en réalité, l'élevage, et avoir 5 chèvres ou 5 moutons, c'est possible, mais en avoir 50, ce n'est pas possible parce que vous ne pouvez pas arriver à les tenir. Et donc, il a fallu, ce n'a été possible des grands troupeaux qu'à partir du moment où on est arrivé à sélectionner des chiens, et c'était déjà dans leur gène, parce que les chiens, les loups, disons, au départ, sont doués, sont programmés, ont l'instinct déjà de tourner autour du troupeau pour l'effrayer, et pour ensuite récupérer, éliminer, faire sortir du troupeau une proie. Donc, en réalité, c'était déjà dans les gènes du loup, et donc ça s'est retrouvé dans le chien, et donc on a pu arriver à l'élevage, qui est simplement une forme d'utilisation du loup poussée à l'extrême. Et puis, la colonisation de l'Arctique aussi aurait été impossible chez un chien, parce que comment voulez-vous arriver à coloniser l'Arctique si vous n'avez pas des traîneaux à chiens? À pied, on ne devait pas aller très loin. Donc, vous voyez, et en plus, ça c'est peut-être entre guillemets, j'espère qu'il n'y a pas d'enfants pour écouter ça, c'est que les chiens de traîneau, c'était une réserve de viande sur pattes. C'est-à-dire que quand on partait à Perpète avec un troupeau, avec une meute de 20 chiens, eh bien, il y en avait 10 qui étaient destinés à nourrir les 10 premiers. Donc, au fur et à mesure qu'ils étaient fatigués ou qu'ils étaient blessés, on les donnait à manger. Donc, en réalité, c'était de la viande sur pattes. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a conquis le pôle Sud. Moi, j'ai passé 14 mois la première fois que je suis allé en Antarctique, et en fin de compte, 8 ans et demi en tout. Et bien, donc, je connais bien ces histoires. Et Scott a essayé d'atteindre le pôle Sud avec des tracteurs et puis des chevaux. Bon, c'était pas très malin parce que les tracteurs, ils avaient du mal à suivre. Et les chevaux aussi, d'autant plus qu'il fallait emporter le fourrage parce qu'il n'y en a pas beaucoup en Antarctique. Par contre, Amundsen, qui est arrivé avec ses chiens et qui a repris les méthodes des Esquimaux, avec la méthode que je viens de vous expliquer, qui est assez sauvage, mais qui a une efficacité redoutable, eh bien, il est allé retourner sans forcer. Donc, ça a été une grande catastrophe pour les Anglais. Ils ont eu du mal à s'en remettre, mais il n'en reste pas moins que c'est logique. Hein. En réalité, les chiens étaient d'une efficacité redoutable, et surtout, ça permettait de nourrir avec une partie ceux qui étaient fatigués. Alors maintenant, on est dans l'époque des chiens de compagnie. Vous voyez déjà ça date de 1900 ou par là. Vous voyez que déjà, on change de monde, c'est-à-dire qu'on arrive à des cimetières de chiens. Et donc, pour en terminer, voilà, on arrive maintenant au monde moderne. Merci pour votre attention. Voilà. Si vous avez des questions. Merci Pierre. Merci Pierre pour votre intervention. Il y a eu pas mal d'échanges sur le chat. Oui. Il y a eu pas mal de questions. Sophie, je crois que tu disais que tu les avais notées. Oui. Alors, comment font certaines races de chiens très éloignées du loup, dépourvues de queue et avec une face très plate, pour communiquer entre eux et avec les autres races? Est-ce que ça peut engendrer de l'incompréhension et de l'agressivité? Ben oui,
En réalité, tous les éducateurs canins savent ça, c'est-à-dire que vous avez des chiens qui ne savent pas parler, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils sont très peu doués. Alors, soit parce que simplement, ils ont la face raccourcie et donc ils ne peuvent pas montrer les babines de la même manière, etc. Parce qu'en réalité, si on a raccourci la face des chiens, c'est que ça permet au molosse d'attaquer un animal et après de cisailler le cou, attaquer la gorge, et puis de cisailler le cou sans lâcher. Donc, on a sélectionné des chiens de combat pour arriver à tuer des gros bestiaux comme des vaches ou des taureaux. Donc, c'est pour ça que c'est les bulldogs d'ailleurs. Et donc, c'est particulier. Ou alors, on l'a fait pour les petits chiens comme les chihuahuas ou les pékinois pour avoir un animal qui est complètement différent d'un loup et qui était vraiment original, qui était un chien de compagnie. Mais par contre, il est bien évident, d'ailleurs c'est le problème actuellement, ça enrichit les éducateurs canins, qu'il y a beaucoup, d'une part, les gens ont besoin d'un mode d'emploi, c'est-à-dire que ce que je viens de vous raconter, c'est le mode d'emploi scientifique du chien, c'est-à-dire qu'on comprend en réalité qu'il faut quand même avoir une relation hiérarchique actuellement. La mode, c'est qu'on ne doit pas on ne doit pas faire pression sur le chien, et en réalité, bon, il ne s'agit pas de le battre comme ça a été ça a été le cas à une époque, mais il s'agit quand même de se manifester comme étant le chef de meute. En réalité, si on n'est pas le chef de meute, c'est lui qui prend la place. Et là, on a des problèmes. Et là, on est obligé d'aller voir un éducateur canin ensuite qui vous explique comment rétablir le rapport de force. Mais en tout cas, actuellement, il y a des tas de chiens qui, d'une part, ne sont pas compris par leur maître. Donc, ils ont des chiens, mais ils ne savent même pas ce que c'est. Et donc, ils ne comprennent pas. C'est un livre fermé. Ils ne peuvent pas l'ouvrir. Et deuxièmement, vous avez des chiens à qui il manque quelque chose. C'est-à-dire, génétiquement, il leur manque une partie de communication. Parce que je vous ai montré que le loup, il avait des tas de systèmes de communication qui sont redondants. C'est-à-dire, pour pas qu'il y ait d'erreur, il y a à la fois la mimique de la face, la mimique de la queue, par exemple, la queue, pourquoi elle se lève quand le loup ou le chien est dominant, pourquoi elle se baisse quand le loup ou le chien est dominé? Parce qu'en réalité, ça cache les glandes anales et donc ça empêche les odeurs ou au contraire, ça les lance, ça les envoie les odeurs. Et donc, en réalité, dans le chien, vous avez une partie, comme je vous ai montré pour les histoires de traces, eh bien, vous n'avez qu'une partie de l'éthogramme, hein, c'est-à-dire le répertoire comportemental du loup. Ils ont perdu pas mal de choses. Ceci dit, il n'en reste pas moins que quand vous comprenez un loup, vous comprenez un chien. Mais il y a des chiens, et puis il y a des chiens maboules. Hein. Attention, il y a encore. Et c'est souvent pas à cause des chiens, mais c'est à cause de l'homme. Hein. C'est-à-dire que les chiens, si vous les traitez mal, ils deviennent dingues comme n'importe qui, comme n'importe quel animal sociable. Donc en réalité, je vais arrêter là parce qu'on pourrait parler pendant des heures, mais il n'en reste pas moins qu'il y a des chiens qui ne sont pas doués pour la communication, tout simplement. Merci. Alors, tant qu'on est un petit peu dans la comparaison chien-loup, le hurlement à la mort quand le maître est absent, est-ce que c'est un souvenir du comportement de hurlement du loup? Ben oui, évidemment. Évidemment. Le problème, c'est que c'est tellement... Rendez compte que le hurlement, actuellement, bon, on en sait beaucoup plus qu'avant, mais je suis persuadé que ce n'est pas complètement compris, parce que ça sert à plusieurs choses, le hurlement. Ça sert à dire, je suis tout seul, je suis malheureux parce que mes copains ne sont plus là, où êtes-vous? Bon, premier signal. Après, ça peut vouloir dire... on se rassemble avant d'aller faire une attaque en groupe, en meute. Ça peut être, on a fini l'attaque, l'attaque nous a dispersés, maintenant on va se rassembler pour se retrouver, et donc on est là. Ça c'est aussi un signal pour dire, on est des gros malins et on est très puissants, et vous pouvez à l'oreille entendre combien on est, et en réalité, on est une meute qui est dangereuse, et n'approchez pas, on est chez nous. Si vous entrez chez nous, on va vous attaquer. Vous risquez votre peau. Donc, vous vous rendez compte, il y a plein dans ce truc Et actuellement, d'ailleurs, c'est étudié, c'est l'histoire de communication acoustique, et on s'aperçoit qu'en réalité, non seulement les loups ont plusieurs mots
dans ce hurlement. Et d'ailleurs, si vous êtes très fort et vous avez une bonne oreille, vous entendez, il y a des maîtres de chiens qui arrivent à l'oreille, ou des gens qui s'intéressent au loup, qui arrivent à les distinguer. Hein. C'est-à-dire, par exemple, mon épouse est capable, en entendant le chien, d'abord de savoir si c'est son chien, deuxièmement de savoir dans quel état émotif il est, et donc de savoir à l'avance ce qu'il est en train de dire. Donc vous vous rendez compte, et là actuellement, on est en train de prouver, là c'est les Autrichiens, un laboratoire autrichien qui est en train de montrer que dans le hurlement, il y a non seulement l'identité, mais même à l'intérieur d'une meute qui hurle, il semblerait que les loups sont capables de distinguer les individus. Donc, vous voyez, c'est tout un monde à lequel on entre à peine. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai encore il y a eu beaucoup de questions, donc je ne sais pas si on aura le temps de tout faire. Est-ce que toutes les races de chiens ont perdu la morsure de mise à mort, gardant seulement celle de prédation? Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? La possibilité de mettre à mort la plupart des chiens, la plupart des chiens ne sont pas capables de mettre à mort. Oui. Vous leur mettez un animal sauvage devant les yeux, moi je l'ai vu 1000 fois ça, ils ne savent même pas, ils sont excités, ils savent que c'est un... Enfin, ils savent. Dans leur gène, il y a la connaissance que c'est une proie, mais ils sont incapables d'aller plus loin. Et donc, ils ne font rien. Alors que par contre, vous avez d'autres chiens qui sont, comme par hasard, très proches génétiquement du loup, qui aussitôt attrapent, se mettent au bord, sont juste à côté de l'animal, le suivent, puis ensuite lui donnent un coup d'épaule, le bloquent avec la patte, comme une prise de judo, et la personne donne la signification pourquoi, à quoi ça sert l'ergot. L'ergot, ça sert à verrouiller la prise. Ils envoient l'ergot, ça bloque la patte, à ce moment-là, ils donnent un coup d'épaule, ils le font tomber, et aussitôt dans la suite, ils se jettent à la gorge. Et donc là, on revient dans la tradition du loup, mais c'est simplement quelques chiens qui savent faire ça, et heureusement. En tout cas, moi, quand j'ai eu ma louve, je me suis bien gardé de lui expliquer tout ça. Alors, ici, j'ai un paquet de questions qui se rejoignent un petit peu, donc je vais peut-être tout lire. Faut-il parler de chien domestiqué ou de loup domestiqué, qui devient par évolution le chien? Alors, qu'est-ce que le chien alors, en quelques mots, une sélection de loups domestiqués par l'homme? Alors, une autre série de questions un peu dans la même veine. Est-ce que le mot ancêtre est juste, sachant que les deux espèces sont actuelles? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux parler de cousin? Si vous voulez, mais c'est quand même, il y a quand même l'ancêtre, ça permet de lancer cette notion que l'homme a créé l'évolution. C'est-à-dire, il n'y aurait jamais eu de chien si l'homme n'avait pas été là pour l'inventer. En réalité, l'homme est intervenu et a sélectionné, comme il y avait une richesse énorme chez le loup, il a sélectionné ce qui lui plaisait, et donc il a fait des chiens qui, par exemple, vous avez des chiens d'arrêt qui peuvent rester 1 heure à l'arrêt, alors que chez le loup, ça existe. Mais l'arrêt, c'est utilisé quand on arrive devant une proie et que le loup veut avertir les autres membres de la meute qu'il y a une proie, et quand il se bloque dans une position et il ne bouge plus pour dire aux autres, attention, là, ça y est, j'ai trouvé la proie, ne la faites pas partir, mais là, venez m'aider, on va l'attraper. Et donc, vous vous rendez compte et là, on est arrivé à des trucs extraordinaires, c'est-à-dire qu'à partir de ce gène qui faisait qu'on peut avoir un arrêt sur la proie de quelques secondes, on arrive à 1 heure. Donc, l'homme a sélectionné à fond des gènes, est arrivé à des trucs incroyables qui ne peuvent pas exister dans la nature, parce que quel intérêt voulez-vous pour un loup de s'arrêter 1 heure devant la proie? Alors, je suis étonnée de vous entendre parler constamment de couple dominant et non de couple parent. Oui, ça, c'était dans le fil de la conférence. Par rapport à... Ben, je vous dire, il faudrait une autre conférence sur l'histoire de la dominance. C'est un grand débat, ça. C'est-à-dire qu'actuellement,
De la même manière qu'il y a eu le docteur Spock il y a une cinquantaine d'années qui expliquait qu'il fallait que les enfants soient des enfants rois et qu'il ne fallait jamais les brutaliser, il ne fallait jamais les gronder, eh bien actuellement, on est dans l'époque des éducateurs canins qui expliquent aux gens qu'il ne faut surtout pas gronder son chien, etc. Moi, je pense que c'est une erreur. Mais il n'en reste pas moins que je ne vais pas expliquer ça en 30 secondes. Mais néanmoins, à mon avis, c'est un peu comme si vous aviez une voiture et que vous enleviez le frein. Bon, vous pouvez arriver à conduire, mais ce n'est pas si pratique. Hein. Alors que si, et vous n'avez pas besoin de battre, comme le raconte, évidemment, il y a eu des abus, mais vous n'êtes pas obligé de battre votre chien pour qu'il comprenne que vous faites mal, qu'il fait mal. Un chien, il passe son temps, si vous êtes bien en contact avec lui sur le plan intellectuel, c'est-à-dire émotif, si vous le comprenez bien, il cherche il vous considère comme le chef de meute. Et donc, il cherche à vous faire plaisir, il cherche à être bien vu. Et donc, en réalité, il guette continuellement vos gestes et il voit beaucoup plus que ce que vous voyez. C'est-à-dire que lui, il voit si vous êtes content. Il suffit que vous fassiez une petite mimique, un petit froncement de sourcils, etc. Il repère si c'est bien ou pas. Et donc, ça suffit. Il n'y a pas besoin de le forcer à quoi que ce soit. Si vous êtes étroitement en liaison avec le chien, il essaye de faire ce que vous voulez. Et si il se rend compte que ça ne vous plaît pas tellement, vous n'avez pas besoin de le battre, évidemment. Il comprend très bien que ce qu'il fait est mal. Actuellement, vous avez des scientifiques qui vous racontent que le chien n'a pas de complexe de culpabilité, des psychologues canins qui vous racontent que le chien n'a pas de complexe de culpabilité. Or, les gens qui ont un peu l'habitude du chien, ils savent que ce n'est pas vrai. Un chien qui a fait une bêtise, c'est très visible. Donc, vous voyez que c'est un monde qui est en devenir, qui actuellement, il y a tout, c'est un peu comme en psychologie. Vous avez des gens qui pensent un côté, d'autres qui pensent l'autre. Jusqu'à récemment, c'était la psychanalyse qui occupait tout le champ. Maintenant, à l'étranger, ça n'existe plus. Ça n'existe plus qu'en France et un peu en Argentine. Donc, c'est des modes, ça évolue. Et moi, je pense qu'actuellement, on donne trop, on est dans l'époque du chien roi. Et donc, ça amène, et les éducateurs canins que je rencontre me disent qu'ils passent leur temps à récupérer ce genre de situation. Passons, on pourrait en parler des heures. Est-ce que je peux me permettre une petite intervention? Oui. Peut-être aussi qu'on a, nous, humains, une version du mot dominant qui ne s'applique pas forcément à ce qui se passe chez les animaux, chez les loups. Nous, on voit la dominance par la force, mais le couple dominant, c'est aussi celui qui va être peut-être le plus enclin à faire vivre sa meute, qui va prendre les bonnes décisions au bon moment et qui, de fait, va être ceux qui vont faire perdurer la meute. Absolument. Vous avez dit ce que j'ai oublié de dire. C'est-à-dire qu'en réalité, la dominance, ce n'est pas seulement la méchanceté, le tyran. On voit toujours la dominance comme un dictateur, etc. En réalité, un chef de meute, chez les loups comme chez les équidés, c'est-à-dire les chevaux, et dans toutes ces espèces qui sont étroitement solidaires, eh bien, le chef de meute, c'est celui qui a la responsabilité du groupe. Et donc, ou même chez les primates, quand un mâle est trop dominant, les femelles foutent le camp, il perd son rem. Et donc, en réalité, les animaux qui vivent dans le groupe ne veulent pas d'avoir un dictateur. Ils cherchent par tous les moyens à en sortir. Donc, en réalité, et quand ils ont un mâle, enfin, c'est souvent le mâle, parce que chez les mammifères, c'est système polygame, hein, souvent. Mais ceci dit, il ne faut pas faire des principes féministes, hein, parce qu'en réalité, vous avez aussi chez d'autres animaux exactement l'inverse. Enfin, bon, en tout cas, quand vous avez le dominant, disons, pour ne pas mettre de sexe, parce que c'est chez les éléphants, par exemple, ou chez les bovidés, c'est une femelle, le dominant, eh bien, il est apprécié par les autres si, d'une part, il les oblige à faire ce qu'il faut, c'est-à-dire à suivre le chemin, mais qui le fait en prenant la responsabilité du groupe. Si dans la chasse, le dominant rate son coup, il est mal vu par les autres. Ça devait être pareil chez nous avant. Bon, maintenant, c'est une autre échelle. Vous avez maintenant un dominant qui passe à la télé qu'on ne voit jamais. Mais par contre, à l'époque, moi, j'ai par exemple travaillé et vécu avec des pygmées. Le dominant, c'est-à-dire le chef du groupe,
c'était celui qui, d'une part, ne dictait pas son point de vue, c'est-à-dire qu'il ne faisait qu'être la voix du groupe. Il essayait de dire ce que la plupart des gens de son groupe pensaient, et puis c'était celui qui passait sous l'éléphant, qui mettait la lance. Et donc, les gens ne se battaient pas pour être le dominant. Donc, il y a tout un monde, vous avez bien eu raison de soulever cet autre aspect. En réalité, un dominant, ça peut être celui qui prend la responsabilité du groupe. Ok, merci beaucoup. Alors, une question. Depuis la catastrophe de Tchernobyl ainsi que l'abandon total de la ville de ses environs, des meutes de chiens ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu des études de comportement sur ces meutes de chiens? Non, il n'y a pas eu beaucoup d'études de comportement, c'est simplement des trucs anecdotiques, mais quand même, c'est quand même vachement intéressant cette histoire de Tchernobyl, parce qu'au départ, il n'y avait quasiment pas de loups, parce que les loups étaient tués par l'homme, et puis quand l'homme est parti, les loups se sont développés, et d'ailleurs, même les chevaux de Prolaski, c'est-à-dire l'ancêtre sauvage des chevaux, ont été ramenés de Mongolie. Ils étaient en France d'abord dans les zoos, après en France, dans les Cévennes, et après ils ont été amenés en Mongolie. Ça a tellement bien marché qu'ils en ont eu trop, et que ceux qui étaient les plus mal en point, on les a amenés en Tchernobyl, et là, ils ont explosé. Donc ça veut dire que les loups, comme les chevaux, ont moins de danger à vivre avec des radiations 1000 fois plus fortes que dans le milieu naturel qu'avec l'homme. L'homme est plus dangereux que Tchernobyl avec 1000 taux de radioactivité. Vous vous rendez compte, c'est des trucs de fou. Et par contre, alors pour en revenir à ce que vous avez dit, il y a un deuxième niveau qui est vachement intéressant, c'est que les hommes on leur a dit, bon, vous prenez le minimum d'affaires, vous prenez un sac et un petit bagage, et puis vous partez. Et donc, ils ont laissé leurs chiens. Donc, les chiens, il y en avait plein quand les hommes sont partis, et plus d'hommes, il y avait plein de chiens. L'armée était envoyée pour zigouiller le maximum de chiens, et puis il en restait quand même pas mal. Mais entre le moment où l'armée est partie et maintenant, la moitié des chiens ont disparu. Ils sont mangés par les loups. Alors, il y a encore des questions qui tombent. Donc, le husky est considéré comme une race primitive, alors que le chien loup tchécoslovaque ou chien de Sarlos est une race berger. Savez-vous pourquoi? C'est leur histoire, hein. Ce que j'ai résumé rapidement, c'est-à-dire que le husky, en réalité, ce n'est pas un primitif. Enfin, il est resté proche du loup, mais c'est un chien de traîneau. C'est-à-dire que c'est un chien on n'avait pas besoin de sélectionner des chiens plus loin que ça, c'est-à-dire que c'est des chiens très costauds et qui savent bien tirer une charge. Mais par contre, on n'a pas sélectionné après pour en faire des gardiens de troupeau ou je ne sais pas quoi. On n'a pas, alors que par contre, nous, il y a des dizaines de milliers d'années derrière de sélection. Quand vous avez le moindre chien, ça signifie qu'il y a 20 ou 30 000 ans de sélection. C'est-à-dire qu'on a, pendant des milliers d'années, des éleveurs ont choisi les caractères et donc on arrive à des trucs incroyables. Mais par contre, chez le ski, dans la mesure où on avait déjà au départ un animal costaud qui remplissait la fonction, on n'est pas allé plus loin et on l'a laissé même hurler parce qu'ils sont à proximité des maisons, mais ils n'embêtent pas trop. Donc, on ne les a pas sélectionnés vraiment aussi finement et aussi longtemps que les chiens que vous avez maintenant chez vous. Par contre, vous me disiez, oui, le deuxième cas de chien, c'était quoi? De Sarlos et le loup tchèque. Voilà, le Sarlos. Alors, les chiens loups, ce qu'on appelle les chiens loups, c'est-à-dire les races de bergers allemands recroisés avec des loups, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on ne cherche plus la fonction. Hein. Le problème d'un husky, c'est de tirer son traîneau. Alors que le rôle d'un Sarlos ou d'un tchécoslovaque, c'est d'être joli, c'est-à-dire de ressembler à un loup. Et donc, à la fois, c'est magnifique, parce qu'un loup, c'est quand même extraordinaire. Hein, quand on le voit, là, on est impressionné, on s'aperçoit tout de suite qu'il y a des milliers d'années de sélection qui ont amené un animal qui est incroyable. Hein. Mais d'un autre côté, le Sarlos et le husky, c'est pas un loup, c'est pas un chien. C'est-à-dire qu'enfin, c'est un chien loup. C'est-à-dire que il n'est pas aussi sélectionné, aussi domestiqué, aussi sociable
qu'un chien, et donc ça veut dire que parfois il est dangereux. Et moi, par exemple, j'ai été invité une fois en Italie par un club, enfin une association de loups. Ils appelaient ça des loups, mais en réalité, c'est des chiens loups, c'est-à-dire c'était des Tchécoslovaques. Il y en avait la moitié qui étaient en cage et qui ne pouvaient pas sortir parce qu'ils avaient peur de se faire attaquer. C'est-à-dire que ce sont des animaux, parfois ça donne des résultats extraordinaires, mais il faut que le maître soit capable de leur tenir tête. Et parfois, il ne peut même pas y arriver. C'est-à-dire que c'est des animaux qui sont trop proches du loup. Un loup, quand il devient adulte, il est construit pour remettre en question la hiérarchie. C'est-à-dire que pour arriver à un loup, dans l'histoire de la meute, il y a un couple dominant. Et puis, il y a des jeunes des années précédentes ou des loups qui ont été adoptés, qui sont baladeurs et qui ont été récupérés par la meute. Bon, quand c'est l'époque des amours, ceux qui commencent à devenir adultes parmi les jeunes, eh bien, ils essayent de se reproduire. Pour arriver à se reproduire, il faut être le couple dominant. Donc, ils essayent de prendre la place. Alors, soit c'est que un des deux parents du couple dominant est blessé ou trop vieux ou je ne sais pas, ou mort, et donc ils prennent la place, soit ils essayent de se disputer pour essayer de prendre la place. Et généralement, c'est à cette époque-là qu'il y a des problèmes. Et c'est sans doute ce qui a mené à la création du loup, c'est-à-dire du chien. C'est-à-dire que le loup est potentiellement dangereux parce que dans sa structure sociale, il y a une remise en question chaque année de sa position hiérarchique. Quand il commence à devenir mature sexuellement, il essaye d'assurer la dominance, c'est-à-dire d'accéder à la reproduction. Il ne peut pas se reproduire s'il n'arrive pas à former un couple et à former une meute. Donc, c'est un problème très particulier et qui fait que c'est un système qui est dangereux. Et dans les chiens loups tchécoslovaques ou Sarlos, bon, ben, il faut des gens, les maîtres, ça peut se passer très bien, s'ils sont assez doués et si le chien loup est facile à tenir. Et là, moi, j'ai des exemples extraordinaires, mais il n'en reste pas moins que je connais aussi, comme je vous disais, moi, j'étais vachement surpris quand j'ai vu sur les 40 Tchécoslovaques que j'ai vus, il y en avait la moitié qui ne pouvaient pas sortir parce que le maître n'arrivait même pas à les promener. Donc, il faut faire attention. Des animaux comme ça, il ne faut pas regarder que l'apparence. Actuellement, vous voyez, je prends un exemple souvent pour les chiens qui est parlant et qui remet tout en question d'ailleurs, c'est qu'on a fait des chiens différents parce que c'est comme des bocaux avec des étiquettes. Un chien, un berger des Pyrénées, par exemple, ou un truc comme ça a un aspect qui est intéressant, qui permet, quand on voit un berger des Pyrénées, on sait que c'est un animal qui est capable d'attaquer des loups, des ours, et qui servait avant à ça. Mais après, maintenant, depuis quelques années, enfin depuis presque un siècle, on n'avait plus de loups en France, parce qu'on les avait tous zigouillés, alors qu'il y en avait 10 à 15 000. Et puis, on s'est dit, bon, ben quand les loups sont revenus par l'Italie et ont commencé à manger les moutons, on s'est dit, ben, on va reprendre les chiens qui avaient été sélectionnés, c'est-à-dire le berger des Pyrénées, par exemple, c'est-à-dire le patou. Et manque de chance, comme on avait sélectionné non plus pour attaquer des loups ou des ours, mais pour être jolis, eh bien, ils n'étaient plus aussi efficaces. Donc, on avait un problème, c'est qu'une des raisons de l'explication des problèmes qu'ont les éleveurs, c'est qu'il ne suffit pas de prendre un berger des Pyrénées pour qu'il soit tout prêt à se défendre contre les loups. En réalité, il faut d'une part que génétiquement, il ait gardé son potentiel génétique de défense contre le loup, et deuxièmement, il faut qu'il ait appris avec un autre berger des Pyrénées qui lui a montré le travail. Et il ne faut surtout pas l'élever dans la maison. Si vous l'élevez dans la maison, comme on fait tous les éleveurs les éleveurs de moutons, eh bien, parce qu'il est sympathique et qu'il a une bonne bouille, eh bien, vous le foutez en l'air, parce qu'il défend la maison. Alors que si vous l'élevez dans le troupeau, il défend le troupeau, et donc il remplit sa fonction. Donc, il y a toute une culture qui s'est perdue et qui explique le problème actuellement qu'on a que les éleveurs en ont ras-le-bol des loups et ils n'arrivent pas à les maîtriser, alors qu'à l'étranger, c'est considéré comme une gêne, mais sans plus. Donc, c'est tout à fait... En Italie, il y en a 2 fois plus, en Espagne, il y en a 4 fois plus, et ça se passe très bien. Donc, en réalité, il y a un problème culturel. En France, on a perdu la culture de la défense contre le loup, et en particulier avec les vieilles races comme le berger des Pyrénées,
eh bien, on l'a perdu, c'est-à-dire il faut lui réapprendre. Je ne sais pas si j'ai été clair, c'est un peu compliqué tout ça. Hein. Oui. Si je peux juste peut-être une toute petite observation sur le ski qui est un petit peu je dirais la race emblématique du nordique, mais qui originellement n'était pas non plus forcément le chien le plus utilisé pour le traîneau, parce que justement ils ne sont pas taillés comme des Malamutes ou comme des Groenlandais ou comme des Esquimaux du Canada qui eux sont vraiment faits pour l'attraction. Et finalement on a beaucoup développé le ski parce que c'est joli. Parce que ça fait un peu penser à un loup aussi, mais on n'est pas forcément non plus dans l'origine de l'utilisation de ces chiens-là avec le husky. Il y a une dérive, c'est-à-dire que j'avais commencé l'explication, mais que je n'ai pas terminé, c'est que le ski, au départ, l'aspect d'un ski, ça vous disait qu'il était bon pour diriger un traîneau. Et puis après, on a pris l'étiquette pour le contenu. C'est-à-dire qu'on a choisi des huskies, non plus parce qu'ils étaient bons pour tirer des traîneaux, mais parce qu'ils étaient jolis en soi. Et donc après, on se retrouve avec des gens que j'ai connus qui achètent un husky parce qu'il est joli, qui ne savent pas du tout quelle est la fonction d'un husky à l'origine, et qui après se rendent compte qu'il faut faire 3-4 km par jour pour le balader parce qu'il a une énergie terrible, et qui après n'arrivent pas à le garder, et vous en retrouvez après dans les SPA, etc. Donc en réalité, vous voyez, il y a ce problème-là qu'on soulève, c'est gigantesque. C'est la remise en question. Actuellement, les concours de beauté, par exemple, c'est le choix des étiquettes. C'est-à-dire, par exemple, vous avez les Terre-Neuve. Les Terre-Neuve, c'était des chiens qui étaient sélectionnés depuis le début, depuis des centaines d'années, pour se jeter à l'eau quand le pêcheur tombait à l'eau, dans les eaux froides de Terre-Neuve. Et puis, et c'est pour ça qu'il avait des pattes avec des membranes pour nager très bien, et puis un pelage très fort pour être isolé du froid. Et il allait chercher le pêcheur qui était tombé à l'eau et il le ramenait. Bon, maintenant, en France, un Terre-Neuve, c'est plus ça. C'est tellement joli qu'on a sélectionné le pelage. On s'en fout, évidemment, on n'a pas besoin d'aller à l'eau. Mais vous avez un club, et peut-être deux, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, vous avez un club que j'ai vu, même à la télé, mais je l'ai vu aussi indirectement, qui garde la tradition du Terre-Neuve. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de les avoir beaux, ils font des concours de récupération de gens qui tombent dans l'eau. Et donc, ils reviennent à la tradition de base. Donc, vous voyez que c'est compliqué en réalité. Avant, vous aviez un flacon, c'est-à-dire la fonction du Terre-Neuve, et puis il y avait une étiquette, l'aspect du Terre-Neuve. Et maintenant, on a pris l'étiquette pour le contenu. Et donc, on ne s'occupe plus de ce qu'il y a dedans, mais on regarde si l'étiquette est belle ou pas. Et donc, actuellement, vous avez la plupart des gens qui choisissent des chiens en fonction de leur aspect et non pas de ce que l'étiquette indiquait, c'est-à-dire la fonction du chien. Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui. Si, tout à fait, merci. Alors, tant qu'on est dans un petit peu la génétique, etc., donc il y avait une question sur quel est le risque pour le loup dans les zones où l'impact de l'homme favorise le croisement naturel entre loup, chien et coyote. Donc, par exemple, en Amérique du Nord, ces hybrides gagnent de plus en plus de terrain. Et donc, quel est le risque pour le loup? Il n'y a pas tellement de risque pour le loup, hein. Mais par contre, ça crée des problèmes vraisemblables. C'est-à-dire que d'une part, bon, ça fait des animaux, c'est ce que je vous racontais, les canidés se croisent naturellement. Normalement, dans la nature, ça ne se passe pas. Mais il arrive parfois que, pour des raisons souvent humaines, ils sont dans des conditions anormales et ils se croisent parce qu'il ne reste plus qu'un coyote dans la région et puis une louve, donc ça fait des croisements. Mais en réalité, ça crée des problèmes insolubles et même des problèmes moraux. Actuellement en France, vous avez José Bové, qui est soi-disant député européen, qui était député européen d'écologie chez les Verts, et qui était l'ancien éleveur de moutons, donc évidemment anti-loup. Et donc, il racontait que les loups français sont tous des croisements avec des chiens, ce qui est faux. Je pense qu'il le savait, mais bon, passons. Et donc, en tout cas, on le sait parce qu'il y a eu des études très sérieuses à l'Institut français de la biodiversité, et avant, ça s'appelait l'Office national de recherche et de la faune sauvage. Ils ont fait des études, c'est très facile à montrer, le pourcentage
de chiens qui se trouvent dans le loup. Et donc, en réalité, c'est de l'ordre de 5%. Donc, c'est tout à fait secondaire. Par contre, en Italie, il y en a plus parce qu'en France, les chiens errants sont éliminés ou mis en fourrière, alors qu'en Italie, on les laisse vaquer et donc il y a plus de mélange. Mais il n'en reste pas moins que pourquoi José Bové sortait cette énormité, parce qu'en réalité, ça vous permet de tirer sur tout loup. Toutes les conventions qui protègent les loups sautent, puisque ce n'est plus un loup, c'est un chien. Et donc, à partir de là, vous vous rendez compte où on en est. C'est-à-dire que, alors qu'on sait très bien, je vous dis, ça a été étudié d'une manière sérieuse, et on sait qu'il y a très peu de croisements en France avec le chien. Mais si vous lâchez dans la nature, si vous enlevez les hommes, eh bien, au bout d'un moment, la sélection se rétablit, c'est-à-dire que le chien est beaucoup moins performant que le loup, et petit à petit il disparaît, et vous avez petit à petit le loup qui revient. C'est la même chose avec les sangliers et les cochons. Actuellement, dans les années 70-80, les chasseurs ont élevé des sangliers pour les relâcher dans la nature, et puis, comble de vice, ils ont croisé avec les cochons, ce qu'on appelle les cochons-gliers. Et maintenant, vous avez dans la nature des animaux qui sont complètement aberrants, qui sont dans la nature en pleine liberté, mais qui ont une gueule c'est pas vraiment des cochons, mais pas loin, quoi. En Corse, par exemple, vous n'avez plus un seul sanglier pur. Hein. Et donc, vous arrivez à une nature qui est complètement modifiée. C'est-à-dire qu'on appelle ça de la pollution génétique. C'est-à-dire que l'animal que vous croyez sauvage est à moitié domestique. Donc, que ce soit les sangliers, que ce soit les loups, ce n'est pas le cas, mais ça sert d'argument pour que les chasseurs et les éleveurs puissent les tirer. Donc, on est dans un truc de fou, quoi. C'est terrible, tout ça. Et alors, j'ai encore une question. Au tout début de la domestication, quand les hommes prélevaient, sélectionnaient des louveteaux dans les portées, est-ce qu'on sait s'ils prélevaient des mâles et des femelles de la même portée ou de portées différentes, puisque se faire reproduire des louveteaux dans les mêmes portées, ça pouvait avoir des phénomènes de consanguinité. Oui, il est évident, enfin bon, on n'est pas là et on n'a pas de preuve pour dire le contraire, mais il est évident que les hommes, sitôt qu'ils ont commencé à reproduire des animaux, ils se sont aperçus qu'il y avait des problèmes de consanguinité au bout d'un moment. Et même d'ailleurs, s'il y a dans les tribus, on essayait d'éviter la consanguinité, ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'on s'était rendu compte que ça crée des tares. Et donc, en réalité, évidemment, ils ont dû faire comme le plus logique, c'est-à-dire, comme tout éleveur sait, on ne croise pas, on essaie d'éviter les croisements à l'intérieur de la même portée. Alors, Aline, donc, alors, certains expliquent la disparition de Néandertal par le fait qu'il a été surclassé par l'Homo sapiens qui a domestiqué le loup. Oui, alors, je le connais puisque c'est moi qui l'ai dit le premier. Alors, c'est dans les années 2013 que j'ai sorti ça comme conclusion d'un article Pour la science et dans la recherche, où je terminais là-dessus en disant, attention, c'est quand même curieux qu'on retrouve des chiens chez les humains, enfin les humains Homo sapiens, nous, les hommes modernes, et pas chez les néandertaliens. On n'en a jamais trouvé. Donc, je me suis dit, est-ce que le fait, sachant l'intérêt d'un chien pour un homme préhistorique, est-ce que ce n'est pas ce qui a foutu en l'air les néandertaliens qui n'étaient pas compétitifs parce qu'ils n'avaient pas les chiens? Donc, c'est moi qui ai lancé cette première idée. Mais maintenant, il y a un bouquin que j'ai derrière moi d'ailleurs. Voilà. Voilà, je ne sais pas si on le voit là. Voilà le bouquin sur lequel ça se base, qui est sorti en 2015 par une chercheuse américaine qui n'a pas copié du tout, qui est arrivée à la même conclusion parallèlement et qui arrive à la même conclusion. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est une explication. Il y a déjà une vingtaine d'explications de la disparition des Néandertals, donc ce n'est pas la première. Mais il n'en reste pas moins que cette explication, à mon avis, est très, très forte. Parce que vous vous rendez compte que si vous avez des chiens, vous triplez le gibier, donc vous nourrissez beaucoup mieux vos enfants. Donc, au bout de 1000 ou 2000 ans, vous avez une flopée d'enfants et donc vous avez des tribus gigantesques
alors que les Néandertaliens, on le sait, avaient une démographie très lente. Donc, je pense que je ne sais pas si c'est la seule explication, mais en tout cas, c'est une explication très forte qui n'est pas du tout farfelue. Alors, il y a encore une ou deux questions. Comment se positionne le lycaon dans sa proximité génétique avec le loup? Ah ben, c'est vraiment à part, hein, ça n'a rien à voir. C'est une espèce, c'est aussi différent que le renard avec le loup, hein, et même peut-être plus, parce que c'est vraiment particulier, le lycaon. Le lycaon, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas de loup en Afrique. C'est-à-dire qu'en Afrique, il n'y a pas la place pour le loup. La niche écologique n'est pas disponible. C'est-à-dire que les lycaons sont tellement efficaces et tellement compétitifs que des loups ne pourraient pas arriver à se débrouiller. Les lycaons, alors que la plupart des prédateurs, ils ont un résultat de 1 fois sur 3, un succès sur 3 attaques. Un lycaon, c'est 80-90% parfois. Donc, et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'ils ont été quasiment éliminés d'Afrique, parce que non seulement ils sont dangereux pour les animaux sauvages, évidemment, parce qu'ils sont très efficaces, mais ils sont même dangereux pour l'homme. Et donc, évidemment, ils ont été très mal vus, mais c'est la même histoire que pour le loup ici, bien que le loup ici soit moins dangereux que le lycaon. Le lycaon est connu pour être super dangereux. Les Africains, quand ils ont des lycaons, ils passent leur chemin, hein, ils ne restent pas à côté, hein, ils savent que c'est dangereux. Alors que les loups, bon, je sais, on n'a jamais bien su, disons que depuis 40 ans qu'il y a des études sérieuses en Europe, on n'a jamais eu un récit d'attaque d'hommes par le loup. Donc, c'est soit pas fréquent, soit ça n'existe pas. Mais il est possible qu'une meute de loups, et à l'époque, au Moyen-Âge, quand il y avait des hivers très rigoureux et qu'il y avait des enfants qui étaient dans la nature ou qui gardaient les troupeaux, il se peut qu'il y ait eu des attaques. Ça, je ne peux pas le prouver. Et puis, il y a aussi l'aspect qui maintenant est uniquement par les chiens, c'est-à-dire la rage. Mais maintenant, il y a tellement peu de loups que le problème ne se pose plus. Mais par contre, quand il y avait beaucoup de loups, quand il y avait 10 à 15 000 loups, il devait y avoir une partie des loups qui avaient la rage et qui pouvaient transmettre. Or, quand vous avez la rage, et c'est pareil pour un homme d'ailleurs, hein, vous êtes programmé, le parasite vous manipule le cerveau pour que vous ayez envie de mordre tout ce qui apparaît, parce que ça transmet, c'est un vecteur, ça permet de transmettre la maladie. Donc, vous vous rendez compte. Et donc, alors maintenant, le problème ne se pose plus avec les loups, puisqu'il n'y en a quasiment pas. Il y en a à peu près 600 en France. Mais il y aurait là aussi beaucoup de choses à dire, hein. Ce n'est pas tout à fait le sujet des chiens, mais actuellement, vous savez qu'il y a des gens, il y a des éleveurs de moutons et des chasseurs qui vous racontent qu'il y a 60 000 loups en France, alors qu'il y en a sans doute 600. Mais ceci dit, c'est impossible. Alors, ils vous disent que les comptes sont faussés, que l'Institut français de la biodiversité se trompe, sous-estime. Mais d'abord, c'est des gens relativement sérieux. Moi, je le dis, vous savez, je suis à la retraite, je n'ai pas besoin de ménager les gens. Et donc, c'est des gens qui font leur boulot. Et donc, ceci dit, on ne peut pas savoir à 100 près comme il y a de loups, ce n'est pas possible. C'est plus facile de compter des moutons que de compter des loups. Donc actuellement, les intervalles de confiance, c'est entre 400 et 800, 600 au milieu. Donc vous vous rendez compte, soyons sérieux, actuellement, ce n'est pas comme il y a de loups. Et d'autre part, les gens qui suivent vraiment les loups, les naturalistes, les vrais naturalistes, qui connaissent les loups, qui les suivent, qui les appellent par les hurlements, parce qu'ils vous répondent, les loups, quand vous hurlez. Pourquoi? Parce qu'ils croient que c'est notre loup et ils veulent défendre leur territoire. Eh bien, ces gens qui sont pro-loup, comme quand ils donnent l'endroit, le positionnement de la meute, ils savent qu'après, il y a une équipe de tueurs qui va arriver, c'est des emplois jeunes qui ont été mis en place par Ségolène Royal, et que ces gens vont tuer les loups. Donc, ils ne donnent plus leur position. Donc, actuellement, très difficile de savoir combien il y a de loups. Mais en tout cas, c'est des centaines, ce n'est pas des milliers, ça c'est sûr. Encore une ou deux petites questions. C'est le taux de ressemblance entre un Akita Inu et un loup. Sont-ils proches génétiquement? C'est ce que je vous disais pour d'autres chiens que j'ai cités, c'est-à-dire c'est des chiens primitifs, c'est-à-dire c'est des chiens intermédiaires. C'est-à-dire ce n'est pas des chiens aussi modernes. Sur le dessin là, que je vous ai montré, on aurait pu le trouver d'ailleurs, hein, si vous m'avez dit, j'aurais cherché. Mais il se trouve au milieu, en fin de compte. C'est un chien qui n'est pas loin des chiens primitifs, c'est-à-dire qu'il
il est peut-être un peu plus sélectionné et plus récent que les premiers chiens, c'est-à-dire les chiens africains ou les chiens de Nouvelle-Guinée ou même les huskies, mais c'est un chien quand même primitif. En réalité, ça vous permet, c'est d'ailleurs fascinant cette histoire, parce qu'avec maintenant l'ADN qui vous permet d'avoir des chiffres sérieux, ça vous permet de voir comment s'est fait l'évolution de toutes ces races, comment elles sont arrivées. Alors avant, c'était la bouteille à l'encre, c'était impossible de s'y retrouver, parce que même à l'aspect, vous ne pouviez pas trouver du tout, il n'y avait aucun élément. Alors que maintenant, non seulement vous avez l'aspect, le comportement, et tas de trucs, qui ne sont pas les plus intéressants, mais vous avez surtout la parenté génétique. Et donc, vous voyez, après, vous pouvez reconstituer le trajet d'un chien, comment il est arrivé à cet endroit-là. Actuellement, il y a une dizaine de labos dans le monde qui font que ça. Alors, encore une petite question. Lors de la dernière intervention de Pierre, il me semble avoir entendu que l'hybridation renard et loup existait. Oui. A-t-elle été observée? Sait-on pourquoi elle a eu lieu? Comment s'appelle cet hybride? Et est-il fertile? Oui, c'est ça, justement, c'est par quoi j'ai commencé mon exposé. Ça casse toutes ce qu'on vous a appris en biologie. Moi, j'ai enseigné, j'ai fait 3 ans, j'ai été prof de biologie pendant les 3 premières années avant de passer à la recherche, et j'apprenais aux élèves que le bardeau, le mulet, etc., quand on se croise, quand c'est des bonnes espèces, ils ne se croisent pas, mais c'est pas aussi simple. Vous avez des tas d'espèces, par exemple les canards, dans la nature, ils ne se croisent jamais. Vous les mettez entre eux dans un poulailler et ils se croisent. Donc, c'est bien plus compliqué. En réalité, la vraie règle, mais c'est difficile à appliquer, enfin à comprendre, c'est que c'est dans la nature l'important, ce n'est pas la captivité. Si vous mettez un renard et un loup en captivité, ou un coyote, un truc comme ça, un chacal, vous pouvez arriver à les croiser. Mais dans la nature, il n'y en a quasiment pas, mais ça arrive des fois. Et donc, ça a donné des tas de fantasmes, c'est-à-dire des gens qui disent « mais alors, c'est comme ça qu'on est arrivé ». Maintenant, heureusement, on a la génétique qui a réglé ce problème et qui fait que maintenant, on sait que ça vient du loup, point à la ligne. Ceci dit, il y a encore quelques chercheurs qui défendent cette position. Mais enfin, ils sont tout à fait minoritaires maintenant. Alors, est-ce qu'il y a eu de la domestication sur d'autres espèces de loups, comme le loup du Canada ou le loup arctique? Alors, là, on entre encore dans un domaine, vous savez, c'est compliqué l'histoire du loup. C'est qu'en réalité, c'est pareil que chez les humains. Les humains, on ne sait pas si Néandertal, c'est une espèce différente ou une sous-espèce. Ce n'est pas simple. Et là, chez le loup, c'est le même bouteille à l'encre. C'est-à-dire que vous avez, suivant les auteurs, les spécialistes du loup et de la systématique du loup, de la classification des loups, vous avez certains qui considèrent qu'il y en a 20 de sous-espèces du même loup, puis il y en a d'autres qui vous disent 30. Et vous en avez qui disent que le loup roux, par exemple, des États-Unis, c'est une espèce à part, et il y en a d'autres qui vous disent non, c'est une sous-espèce. Donc, c'est une bouteille à l'encre, et à vrai dire, ça devient même sans intérêt, parce qu'il y a tellement, l'homme est tellement intervenu, a tellement mélangé les choses, a créé tellement de situations abracadabrantes, qu'on ne sait plus, c'est un peu l'histoire du dingo. On ne sait plus dire scientifiquement qu'est-ce qui est naturel, quelle est l'espèce, et donc ça se croise, mais c'est rarissime dans la nature. Et donc, par contre, chez vous, si vous voulez absolument obtenir quelque chose, vous arrivez à croiser beaucoup de canidés. Et bien voilà, on a fait... bon, j'ai certainement oublié l'une ou l'autre question, mais on a fait le tour. Donc, est-ce qu'il y a encore l'une ou l'autre question? Ben, vous pouvez les mettre dans le chat. Donc, n'oubliez pas... salut Martin. N'oubliez pas que vous avez accès au MOOC des grands carnivores, hein, que le MOOC est ouvert à tous, il n'y a pas de date limite, vous vous inscrivez quand vous voulez poursuivre les cours et vous les suivez à votre rythme. Il y avait quelques questions sur l'atelier, Fanny, donc on pourrait peut-être
Ouais, faire un petit point sur, effectivement, sur la formation, l'atelier terrain qu'on va proposer. Alors, c'est en cours d'élaboration, donc on ne pourra pas vous donner beaucoup d'éléments ce soir. En gros, l'idée, c'est de vous proposer une semaine de terrain qui aura lieu début mai, donc du lundi au vendredi, du 2 au 6 mai, si je ne dis pas de bêtises, dans les Alpes de Haute-Provence. L'idée, c'est d'avoir environ 14 participants. Donc, on ne pourra effectivement pas accueillir tout le monde. Au contraire du MOOC qui est gratuit, la formation de terrain, il y aura une participation financière évidemment pour prendre en charge notamment la pension complète au centre de vacances dans lequel on va organiser cette formation. Et l'idée, c'est de proposer des ateliers par demi-journée qui vont changer. Enfin, voilà, il y aura différentes thématiques abordées. On est en cours d'élaboration du programme, mais en gros, on va probablement travailler sur la gestion des conflits, sur la reconnaissance d'indices, de traces, on vous emmènera visiter l'exploitation ovine d'un éleveur partenaire pour découvrir un petit peu son travail et surtout quelles conséquences ça a eu pour eux le retour du loup, comment ils se sont adaptés. Enfin voilà, on essaie de vous concocter un programme sympathique pour cette semaine-là et on communiquera dessus une fois que le programme sera élaboré. Voilà, donc probablement janvier 2022. J'ai une petite question. Oui. Ce séjour terrain pourrait être couplé ou est-ce qu'il est envisagé qu'il puisse être couplé à une formation, les formations qui sont dispensées par l'OFB pour être des observateurs terrain? Alors, couplé, je ne sais pas ce que vous entendez par là, mais en tout cas, effectivement, les intervenants qu'on espère pour le module sur les tracés indices, ce sera l'OFB, s'ils sont disponibles. Après, eux, leur formation réseau dure 3 jours. Donc, vous imaginez qu'en une demi-journée, ce sera un condensé. Voilà. Après, si les gens veulent aller plus loin dans la formation terrain, qu'effectivement, ils sont souvent en randonnée, en montagne, en balade et qui sont susceptibles de participer au réseau. Voilà, de participer au réseau, il faudra faire la formation réseau donnée par l'OFB. En aucun cas, notre formation à nous vous ouvrira les portes du réseau OFB. Il faudra passer directement par eux. Mais ça vous donnera déjà une première idée de ce qui peut se faire. D'accord, merci. Il y a quelqu'un qui demande comment allez-vous sélectionner les 14 participants? Il n'y a pas de sélection, ce sera les premiers inscrits, étant donné que c'est un séjour, en fait. C'est un séjour, comme je l'ai dit, avec participation financière, avec ce sera les premiers inscrits qui auront les places, quoi. Comme un séjour de voyage, de vacances, sauf que là, c'est de formation. Place aux premiers arrivés. Alors, pour cette année, effectivement, il n'y aura qu'une session parce que ça demande beaucoup de travail d'organisation. C'est un atelier qu'on a repoussé déjà 3 fois à cause du Covid. Donc, c'est un peu la pagaille. Donc, pour le moment, on fait une session par an, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on espère faire perdurer en proposant une session minimum par an, voire plus si on a la demande. Et voilà, si effectivement, on a 60 personnes à la première session qui veulent s'inscrire, on réfléchira à faire 2 sessions pour 2023. Voilà. Je rajoute juste un mot, pardon Sophie, par rapport aux conférences. J'ai vu que tu avais répondu, on vous tient au courant pour les prochaines conférences. Effectivement, on va essayer d'en faire régulièrement, que ce soit avec Pierre s'il veut toujours continuer ou d'autres intervenants. J'en profite, voilà, parmi vous, il y a sûrement des gens qui sont investis sur le sujet, qui travaillent peut-être sur le sujet. Je pense notamment à toi, Isabelle, je ne sais pas si tu es encore en ligne. Isabelle Germanier, si je te vois encore, tu es par là. Enfin, voilà, si vous travaillez sur le sujet et que vous pensez qu'une intervention de votre part peut être intéressante, n'hésitez pas. Voilà, pour info, Isabelle travaille sur le loup en Suisse, donc ça serait aussi sympa d'avoir un petit focus sur ce qui se passe ailleurs. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Ou si vous avez des suggestions, si vous avez des contacts, c'est vrai que ça peut être aussi une bonne façon pour nous d'enrichir le catalogue des conférences. Donc, Pierre, il y a beaucoup de merci. Donc, tout le monde te remercie bien
On vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été là. Et donc, si vous voulez ne pas rater les infos des prochaines conférences, eh bien, vous pouvez toujours vous inscrire sur le MOOC.